J'ai ma queue de rat, mon poncho, et je suis mon entraînement. Être l'élu des Jedi, ben c'est chaud, c'est pas bien les attachements. Si j'en ai, je serais méchant. Si maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, et mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Ça met dans l'ambiance. Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. C'était ça ou allô maman bobo? Ou prendre un enfant par la main, si j'ai bien compris. Aussi, oui. Ou l'île aux enfants, t'avais enfants, suggéré. Voilà, les choix étaient possibles. Ouais, parce que j'ai 10 ans d'Alain Souchon, ça passait pas, mais bon, voilà. Ça donne le temps, donc on va vous parler des enfants dans Star Wars. Ils vont prendre cher. Comme tout le monde, vu qu'on boucle notre triptyque, on avait commencé avec la maternité dans Star Wars, gasp, la paternité dans Star Wars, pas tellement mieux, et donc on finit avec les enfants dans Star Wars, ça pue le désastre quand même, mais bon, si vous nous connaissez, que vous connaissez Star Wars, vous n'êtes pas étonnés, évidemment. On pourrait même faire une part 2 ou une sous-part qui serait les adolescents, parce que finalement, il y a aussi, là, on les a mis dedans, mais en fait, faudrait presque les mettre à part, les ados là-dedans. Je sais pas, parce que finalement, à chaque fois... Alors, t'as les personnages principaux qui sont sur des quêtes initiatiques, donc qui passent de l'enfance à l'âge adulte, donc forcément faut traverser la phase adolescente. Et puis après, tu as tous les personnages d'enfants plus ou moins secondaires, qui sont pas forcément ultra développés, mais qui apportent un éclairage sur la façon dont l'enfance est considérée dans l'univers de Star Wars. Je pense pas qu'on va beaucoup s'aventurer sur le terrain extra-diégétique, genre Star Wars, la licence par rapport à son public enfant et aux consommateurs enfants. Encore que, est-ce que les deux sont liés? Vraisemblablement, mais là, alors là, il y aurait aussi beaucoup à dire. Je pense qu'on y touchera peut-être à certains moments, mais c'est pas nécessairement le propos en soi. Non. Disons que ce que tu as dit d'entrée de jeu, c'est ce que j'appellerais le paradoxe Star Wars, la question de l'enfance, c'est-à-dire qu'on a des adultes qui se comportent comme des enfants et des enfants qui se comportent comme des adultes. Oui, ouais. Ça, tu l'as très bien relevé. On en a discuté hier avant de se préparer pour enregistrer. Mais moi, ça m'avait pas frappé. Je l'avais pas abordé le sujet dans cette perspective, mais effectivement, avec le recul et tout le contenu que Disney Plus nous refourgue depuis un an ou deux, ouais, la question se pose carrément. Pas sûr justement que les enfants s'identifient nécessairement aux personnages d'enfants, alors qu'ils sont écrits pour eux ou pour le cosplay ou pour qu'ils s'identifient. Et tu vois, il y avait pas d'enfants, on va le rappeler, dans la trilogie originale, à part un bébé Ewok. Je pense que personne ne s'est identifié au bébé Ewok. Bon, toi et moi, on était enfants quand on l'a vu. Ouais. Puis on n'a pas eu besoin d'avoir des enfants pour s'identifier aux personnages. On reconnaissait parce qu'il y avait ce que tu disais dans la quête initiatique, c'est-à-dire que ils étaient codés comme des gamins. Et d'ailleurs plus d'une fois, on les renvoyait dans les cordes à des statuts d'enfants. Soit qu'ils se faisaient disputer, tu vois, Luke et Anne par Leia qui jouait la maman qui disputait les deux gamins qui avaient merdouillé. Ils se faisaient quand même taper sur les doigts régulièrement. Yoda, quand il parle de Luke, il parle de 7 enfants. Ouais. Alors, tout en disant qu'il est trop vieux pour commencer son apprentissage, ça aussi c'est le paradoxe. Bon, on va reparler des Jedi, bien sûr. Vu la chanson du générique, vous doutez bien qu'on va encore leur tailler un costard 3 pièces. On est toujours obligé de parler des Jedi à un moment ou à un autre, parce que ça, normalement, je veux dire, il y a que dans Andorre que tu peux pas parler des Jedi. Normalement. C'est un autre débat. Normalement, quand tu parles de Star Wars, tu devrais parler des Jedi, que tu t'en éloignes, que tu t'en rapproches, que tu as envie de leur péter la gueule. Il y a forcément un moment où tu parles des Jedi. C'était pas le cas dans la trilogie originale, encore une fois, la question d'éducation. On n'avait pas idée qu'ils prenaient des bébés pour les former. Donc c'était ça s'est rajouté après. Je sais bien qu'on a des gens qui viennent des fois nous faire en commentaire, des fans de la prélogie, qui viennent nous dire qu'ils adorent quand ils ont tous les développements. Pas convaincu que ça a été le meilleur choix de George Lucas là-dessus. Je pense qu'il cherchait à dénoncer quelque chose, mais que ça me paraît compris, très clair. Et il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté et qui continuent à porter au nu les Jedi, et ça pose un certain nombre de problèmes. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le fait qu'on n'avait pas attendu le bébé Ewok pour s'identifier à un personnage dans la première trilogie. Heureusement. C'est comme tous les parcours initiatiques / parcours du héros ou de l'héroïne.
gamine. Je veux dire, c'est ce qu'on consomme ce qu'on consommait depuis qu'on était toute gamine, les contes de fées, Disney old school, on va pas revenir sur le Disney Walk de maintenant, qui atomise le schéma, et je me demande comment les gamins s'y retrouvent d'ailleurs. Mais voilà, c'est-à-dire que Luc, déjà dans l'épisode 4, c'était un adolescent chouinard qui effectivement se faisait renvoyer à la niche, qui faisait pas ce qu'il voulait, qui voulait devenir adulte, et qui avait un certain nombre d'étapes à passer pour devenir un adulte, et c'est ce parcours-là qu'on suivait, et c'est grosso merdo celui auquel on s'identifiait, sans que pour autant ce soit notre personnage préféré. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc c'était quelque chose qui était balisé, hein. Voilà, George Lucas s'est pas trop éloigné du monomythe, et c'est quelque chose qu'intuitivement étant enfant, on connaît déjà parce qu'on a bouffé du conte de fées, en veux-tu, en voilà, qu'on a regardé les vieux Disney qui suivaient aussi cette trame, les héros de la mythologie, enfin voilà, normalement on baigne dedans, on connaît les grandes étapes, et on sait s'y raccrocher et s'y identifier. Voilà, c'est le but du jeu, c'est ça. Ce qui me ferait dire que Luc est le seul qui ait un arc d'enfant qui était bien mené de manière satisfaisante. Alors que c'était pas un enfant. Alors, on va pouvoir en discuter, mais c'est vrai que en termes d'arc complet, parce que comme tu l'as dit, il y a surtout des personnages secondaires, tu pourrais t'intéresser à Leia récemment avec la série Kenobi, pour un personnage principal. Anakin, c'est compliqué pour moi, parce que c'est pas satisfaisant à la fin de l'épisode 1, et on passe directement à adolescent plus Beverly Hills, hein, pervers. Oui, c'est un peu compliqué. Là, ça mérite un podcast à soi tout seul, hein, si tu veux. Hein. Oui. La libido d'Anakin, podcast spécial. On en avait déjà parlé quand même pas mal dans le sexe dans Star Wars, mais on n'a jamais fini avec la libido d'Anakin. C'est quand même la libido qui a mis une galaxie à feu et à sang, faut le savoir. Donc, merci les Jedi, hein, encore une fois. Hein. Libido / complexe d'Oedipe. Alors même si ça a été très décrié, le complexe d'Oedipe, et beaucoup débunké par la psychanalyse, etc. Il n'empêche que quand tu regardes les parcours de héros, d'héroïnes, et quand tu regardes Star Wars, c'est omniprésent le complexe d'Oedipe. Donc je pense qu'il va falloir qu'on en parle aussi d'une manière ou d'une autre, quoi. Ah mais Freud a pas dit que des conneries quand même, il a pas dit il en a que dit de beaucoup. La merde, hein. C'est clair. En même temps, si ça avait été utilisé par les Grecs en semi-conte de fées, hein, la mythologie, c'est ce que c'est qu'il y avait une raison, c'est que ça faisait appel à des pulsions bien sûr. Primaires chez les gens, quoi. Ça va avec ça. En tout cas, chez les petits garçons, clairement. Bon, les filles aussi ont besoin de... De toute façon, tu dois tuer le père à un moment ou à un autre, on en revient toujours à ça. Oui. Tuer le père et baiser la mère. Ouais, pour les filles, non, hein, mais non. d'une autre manière, à la Blanche-Neige, tu vois, ou à la Cendrillon, c'est « Ma mère, c'est une salope. C'est moi qui vais épouser le prince charmant et qui arrête toute la garde-robe. » Bon, c'est comme ça. Disclaimer quand même sur le fait que alors c'est vrai qu'il va y avoir déjà des redites peut-être avec des choses qu'on a dites forcément dans la paternité et la maternité. Ça, c'est un premier disclaimer. L'autre, c'est on a commencé en disant que enfance de merde. Alors oui, mais en même temps, comment veux-tu faire autrement? Parce que sinon, t'as pas d'histoire. Parce que c'est vrai que si on avait, on le sait très bien, enfin n'importe quel livre pour enfants, t'as parlé des contes de fées, ou plus dans la veine 19e siècle, Dickens ou Francis Hodgson, à chaque fois je rachète toujours le milieu de son nom, Francis Hodgson, Burnett, on va dire Burnett tout court, hein, ouais. Voilà, ça allait plus vite. Forcément, t'as une enfance de merde pour avoir un arc de personnage. Tu vois, ou même chez nous, tu penses à la comtesse de Ségur, née Rostopchine, forcément, les contes de Perrault, t'as toujours une enfance de merde où soit t'as perdu tes parents, soit ils essaient de te perdre dans la forêt. Tu vois, il y a les petites filles modèles, mais c'est le plus chiant, quoi, en fait. Vaut mieux les malheurs de Sophie. On aime bien quand un héros ou une héroïne en chie, tout simplement parce que c'est cathartique pour nous, enfants. On se dit, ok, je suis pas la seule à en chier. Et... Il y en a qui ont une vie plus merdique que moi. Et c'est un exutoire, bien sûr, c'est un exutoire. Comme de regarder ou de lire un récit d'horreur est un exutoire pour appréhender les terreurs de notre vie réelle, en fait. Ah, mais d'autant que dans la plupart des cas, ça se termine bien.
Oui. Voilà, c'était aussi le projet, c'était de donner, comme on dit toujours, nous, donner de l'espoir aux gens. Sinon, pourquoi est-ce que tu veux lire un bouquin ou aller regarder un roman? Non, mais de temps en temps, ça fait du bien, comme on est les premières à le dire, d'avoir un truc où tu vas prendre cher du début jusqu'à la fin. Mais quand même, surtout pour les enfants, c'est quand même mieux de leur faire croire que non, le monde n'est pas complètement pourri et que j'ai bien fait de ne pas prendre la pilule pour te mettre au monde, mon enfant. Donc, non, mais c'est sûr que pour un enfant, c'est important de lui montrer les combats, les conflits, les difficultés, les échecs d'un héros ou d'une héroïne pour lui montrer le triomphe à la fin, parce que ce qu'il faut promouvoir aussi chez l'enfant futur adulte, dans une société où on est censé respecter l'ordre, etc., vivre en harmonie, c'est que si tu travailles dur, si tu es résilient, si tu fais preuve d'astuce, eh bien tu triompheras à la fin. C'est hyper positif, c'est hyper important comme message pour un enfant en pleine construction. Encore une fois, c'est un adulte en devenir, donc c'est important. Oui, et puis la question de l'ordre et du contrat social, parce qu'on est dans des sociétés qui sont forcément en déséquilibre à un moment ou un autre pour que tu aies le début de l'histoire. Bon, là, en plus, on est dans un contexte de guerre. Est-ce que tu vas arriver à rétablir l'ordre, qui est aussi le gros programme des Jedi? On rappelle, tu es censé rétablir l'ordre dans la galaxie. Déjà, dans ta chambre, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, je soupçonne George Lucas d'avoir fait passer des messages subliminaux aux gamins. Tu vas remettre le putain d'ordre dans tes tiroirs, Anakin, au milieu de tes chaussettes et de tes slips, non? Enfin... Ça me fait penser à des trucs que tu mets dans les chambres des enfants. T'as le prénom du gamin et ensuite c'est un vrai super-héros range sa chambre. Bon, c'est pas faux. On voit pas trop leur chambre. Alors voilà, c'est le truc. Après Anakin, effectivement, on a un petit peu l'univers de Leia, mais c'est vrai que le monde de l'enfance, il est quand même très parcellaire dans Star Wars, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Il n'y a pas vraiment une grande réflexion sur c'est quoi un enfant, comment ça vit un enfant, parce que, comme on l'a dit, les enfants sont très vite extraits de leur univers d'enfant pour être plongés dans le monde des adultes, et on attend d'eux qu'ils se comportent comme des adultes très tôt. Il y a une notion de perte de l'innocence qui va pas nécessairement avec un parcours initiatique. En tout cas, c'est pas nécessairement violent, ça peut se faire en douceur et tu peux conserver une forme d'innocence, de pureté ou de bonté à l'issue de ton parcours. Mais dans l'univers de Star Wars, c'est un thème aussi, la perte de l'innocence, parce que c'est un monde qui est chaotique, qui est toujours en guerre et où les enfants sont arrachés d'une manière ou d'une autre à leur confort, à leur famille, à une forme de sécurité pour être plongés dans un univers hyper violent, vraiment pas bienveillant pour eux et t'es un peu obligé de perdre ton innocence si tu veux survivre, quoi. Tout ça, c'est effectivement important. Il y a une autre chose qu'on leur arrache qui se retrouve dans beaucoup des personnages dont on va discuter, c'est l'identité aussi. D'enfants à qui on a arraché l'identité, il y en a quand même beaucoup. Que ce soit par le nom, ou par les secrets de famille, ou par le fait de ne pas savoir effectivement qui sont tes parents. C'est quand même assez prééminent là-dedans. Oui. Parce que ça induit aussi, du coup, pour le héros ou l'héroïne, qui es-tu vraiment? Comment est-ce que tu te définis en tant que personne? C'est ce que Ryan avait dit dans les bonus du dernier Jedi, à savoir Rey qui attendait une révélation époustouflante sur ses origines, qui lui aurait facilité la tâche pour déterminer qui elle était vraiment. Non, tes parents sont personne. C'est à toi de déterminer qui tu es sans te raccrocher à une hérédité, à un héritage, à une famille, c'est-à-dire elle avait le parcours inverse de celui de Kylo. Ce qui était très intéressant. On va pas revenir sur le massacre de l'épisode 9, sur cette question, parce qu'il a complètement atomisé ce point très fort dans le parcours de Rey et plus largement le message destiné aux enfants. Ah ouais, ça sort quand déjà l'épisode 9? Tu sais toi? J'attends toujours la sortie. J'attends toujours la sortie de l'épisode 9. C'est frustrant, quand même. Au niveau des enfants, j'ai essayé de faire une petite liste. Il y a des enfants, alors il y a des enfants seuls ou que tu peux nommer, et puis il y a des collégiaux, des groupes collectifs enfants. Si on est sur les groupes collectifs enfants, t'as les enfants de Tatooine, les copains d'Anakin. Ouais. Tu as les 3 enfants de Canto Bight, pas de nom jusqu'à ce que tu regardes effectivement dans tout ce qui est Wikipédia et compagnie. Dictionnaire visuel et machin. Voilà. Puis là, on les renvoie à l'épisode spécial où on en a parlé, mais bon, c'est quand même un collectif anonyme. Il y a les enfants de la planète Crevette dans le Mandalorien. Oui. Également de l'école, où Grogu fait une demi-journée casse-croûte. Il raquette ses petits camarades, bien joué.
Tout ça pour des macarons, quoi. Je veux dire. Et puis on a le gros collectif Padawan, évidemment, qu'on retrouve parsemé ça et là dans les séries ou dans les films en arrière-fond, quoi, on va dire. Oui, parce que comme tu l'avais souligné dans une vidéo récente, Anakin, finalement, il n'a pas été avec ses petits camarades Padawan. Il a tout de suite été isolé avec un maître qui venait fraîchement adoubé, chevalier Jedi, machin. Enfin bon, c'était une présence beaucoup moins rassurante que Qui-Gon, hein, évidemment, Obi-Wan. Et ça compte dans le parcours d'Anakin. Mais il a jamais partagé le dortoir de ses petits camarades. Donc cette espèce de camaraderie de l'enfance, à faire des conneries ensemble, à s'encourager les uns les autres, il a perdu quand il a quitté Tatooine. Il n'a pas perdu que sa mère, finalement. Il a perdu le monde de l'enfance dans son intégralité, en fait. Il a été tout de suite promu le complice de son maître, quoi. Qui venait juste d'être promu en plus, qui plus est. Donc ça faisait quand même une double promotion compliquée, tu vois. On le plonge dans une insécurité patente, hein, c'est-à-dire que il quitte sa mère qu'il aimait, ses amis qu'il aimait, etc. Une planète qu'il connaissait par cœur, voilà, pour rejoindre un ordre religieux qui ne veut pas de lui, un maître qui décède, alors que c'était une figure quand même très rassurante, hein, Qui-Gon. Il est propulsé dans les pattes d'Obi-Wan qui se demande un peu ce qui lui tombe sur le coin de la gueule. Il vient de perdre son maître, il récupère un gamin. Il n'avait pas vraiment choisi, hein, c'était la décision de Qui-Gon, hein, quand même. Donc c'est très... Enfin, vraiment, il est en insécurité complète, Anakin, à la fin de l'épisode 1. D'ailleurs, il le demande à Obi-Wan pendant les obsèques de Qui-Gon. Il dit, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, en fait on va être dans la merde. Ça va être la merde, mon petit gars. Mais c'est vrai que ça a été le choix du pauvre, parce que voilà, Obi-Wan respectait le dernier vœu de Qui-Gon, on va dire. Mais c'est vrai que t'avais vraiment, c'était les borgnes guident les aveugles, quoi, en fait, hein, parce que il était tout juste sorti de l'adolescence, forcément affecté par la perte de son maître, qui avait pas complètement fini sa formation. Il se retrouve à charge d'âme, et ça se voit finalement. C'est pour ça que c'était un ratage, c'est ce truc-là, parce que ils ont grandi l'un avec l'autre, finalement. Ouais. Il a fini de grandir avec son disciple. Et finalement, dans leur affrontement final, quand il lui dit on était comme des frères, ça montre bien tout le problème de cette relation, c'est qu'ils n'auraient pas dû être comme des frères. Non. Il aurait dû être son maître. Oui, et puis on peut imaginer une forme de ressentiment possible. Alors évidemment, on nous présente Obi-Wan comme ce parangon, le Jedi parfait. Donc le ressentiment, qu'est-ce que c'est ? Mais quand tu réfléchis bien, son maître voulait abréger sa formation. Non mais c'est bon, il est prêt, je m'en débarrasse parce qu'il y a le petit nouveau qui est l'élu Lulu. Donc j'ai de la place, mon padawan actuel ne m'intéresse plus. J'en ai plus rien à secouer, j'en ai un beaucoup plus j'ai un nouveau jouet, tu vois. Donc ça craint. Et puis au final, il se retrouve exécuteur testamentaire, en fait, Obi-Wan, à prendre en charge ce gamin avec qui il n'a pas eu d'affinité particulière pendant l'épisode 1. Et puis qu'elle est Lulu, comme tu l'as dit. Qui est Lulu. Et puis je dis, mais moi je suis quoi ? Je suis une merde, en fait. Comment je me positionne par rapport à ça ? Je suis jeune. Quelle forme d'autorité il a vis-à-vis de ce gamin ? Pas suffisamment. Visiblement aucune. Pas suffisamment compte tenu de la suite. En tout cas, vraiment pas assez par rapport au challenge que représente Anakin. Non, ça craint du boudin, quoi. Franchement, c'était la recette pour le désastre, hein, cette histoire, ce partenariat-là. Ouais, et puis tu vois, comme quoi l'attachement, c'est la géométrie variable, hein, parce que encore nous, on est convaincus que Lucas était en train de dénoncer ça, justement, ouais. L'effacement de l'attachement. Je pense que les gens certaines personnes n'ont toujours pas compris, c'est malheureux. Pensant que c'est effectivement le modèle Jedi est le modèle à suivre, vite, bâtissons des temples pour faire pareil. Mais parce que finalement, dans tout son comportement, Obi-Wan sur le dernier épisode, il se comporte comme quelqu'un qui avait un gros problème d'attachement vis-à-vis d'Anakin. Parce que déjà le fait d'avoir protégé ses conneries, de pas avoir dit parce qu'il y tenait, et puis finalement, son showdown c'est de la colère, hein, pour des gens qui ont si peur de la colère, il est visiblement très en pétard que Anakin lui ait fait ce coup-là, parce que nous étions comme des frères, je t'aimais, là je vais te laisser crever de ta plus belle mort dans la lave. Ça c'est terrible. Excuse-moi, hein, mais si ça sent pas la rancœur à plein nez, donc l'autre versant de l'attachement, on est dans les passions à donf là quand même. Ah oui, c'est une forme, c'est le désamour qui se manifeste. Alors c'est d'autant plus frappant que quand il a vu l'hologramme d'Anakin tuant les Younglings avec Yoda, il dit je pourrais pas le tuer, je peux pas tuer Anakin.
Et alors quand il réfléchit, quand Luke lui dit je pourrais pas tuer mon père, bon Anakin quand même, le même mec, alors l'empereur a déjà gagné. Mais t'es une saloperie, t'as pas pu le tuer non plus toi, connard. Ni une fois, ni deux fois, parce qu'il aurait pu le refaire dans la série, du coup c'est « Oh, je vais laisser son fils faire la besogne, ça m'a l'air beaucoup mieux. » Oh, tu sais, c'est en famille, hein, faut qu'il fasse ça entre eux, problème. Nous, on l'a moisi, ce gosse, qui est maintenant un homme qui met la galaxie à feu et à sang, mais ces rejetons se démerderont. Voilà, on refourgue la patate chaude aux gosses, justement, ça nous permet de revenir aux gamins. Donc, dans les gamins identifiés, t'as une jolie parité entre filles et garçons. Il y a pratiquement autant de petites filles ou de jeunes filles que de garçons. Alors, en garçon, il y a Boba Fett, Grogu, Anakin, donc on a Din Djarin, Cassian, Luke évidemment, et Ezra, version adolescente, etc. En fille, et Ben Solo. Leia... Ah bah oui, mais alors attends, alors j'ai mis à part. Ah oui, il a part, lui. Alors tu as toujours été un cas à part. Alors parce que je dirais que jusqu'à présent, à part pour la série animée là avec les bouboules, on l'a, et puis dans des séries, enfin dans des BD ou autre chose, on le voit pas tellement. Donc c'est vrai que oui, il y a Ben évidemment, mais vous pensez bien que Ben chez Lucasfilm, ce sera tout un chapitre particulier. Donc on va se le garder parce que alors là, on atteint des sommets quand même jamais encore osé par Disney et Lucasfilm hein, quand même. Ils sont allés quand même loin. Et alors dans la méconnaissance générale et le je m'en foutisme de tout le monde qui est alors qui me dépasse. Hein. Ouais. Alors chez les filles, donc Leia, Jean, Omega, alors qu'on connaît pas très bien toi et moi parce qu'on n'a pas suivi la série Bad Batch, bon, ouais. Elle est quand même, on peut en dire 2-3 mots. Ahsoka, Sabine en ado, donc on pourrait dire Rey, Reva et Padmé en adolescente, en tout cas dans le premier épisode. Oui c'est vrai, on a une belle parité. Et ils ont tous des vies de merde. À part Luke, moi je dirais que si on doit le dire d'entrée de jeu, s'il y a une enfance dorée, ça n'est pas Leia, c'est Luke. Luke, enfant chéri, enfant doré de tout le monde, voilà, sachez-le. Luke a eu la meilleure enfance de tout le monde. Tu m'enlèveras pas ça de l'idée. Padmé peut-être, mais ça s'est arrêté assez vite quand elle a décidé de partir en politique. Mais je pense qu'elle avait eu une bonne vie avec sa famille. Elle a plutôt eu un bon démarrage dans la vie, à mon avis. Mais on ne voit pas cette partie-là. Luke, c'est beaucoup plus suggéré par ce qu'on a vu, du coup, ou le peu qu'on a vu de la série Kenobi. Oui, et puis déjà, même s'il vivait sur une planète de merde et que son oncle le faisait chier, qu'il était en mode adolescent chouinard, finalement, il a eu un couple papa-maman pour s'occuper de lui. C'était plutôt un bon gars. Et puis, Anakin, même s'il était esclave, sur Tatooine, bizarrement, les meilleurs enfants sont sur Tatooine. Jusqu'à ce que les Jedi viennent foutre leur merde, il était pas mal. Qui aurait cru? C'était dans le bac à sable. Voilà, on sait tout s'explique. À faire des c'est pour ça qu'ils veulent pas en sortir. À faire du toboggan, voilà, exactement. C'est pour ça que Rey veut y aller. Elle veut retrouver l'enfance qu'elle n'a pas eue sur Jakku. C'est pour ça. On s'éclate sur Tatooine. Meilleur endroit où faire des gamins, visiblement. Ah, incroyable. Bon, je pense qu'on peut arrêter là l'épisode. Hein. Allez, tous dans le bac à sable. Tous sur Tatooine. Tout s'explique maintenant, je comprends. Non mais c'est vrai que c'était dans l'épisode de Kenobi où d'ailleurs généreusement on accordait à Luke le droit d'être un enfant et de ne pas le mêler à des questions de force, de géopolitique, de devoir, de responsabilité. Non, lui il avait droit à des jouets. Donc c'est un des rares personnages qu'on voit jouer, qui jusqu'à très tard, hein, puisqu'il a fait mumuse avec ses petits navions encore tard, comme on le voit dans l'épisode 4 du coup. Et effectivement qu'on n'emmerde pas avec des soi-disant pouvoir trop... Du coup, il n'y aura aucune polémique sur les réseaux sociaux, sur est-il trop cheaté, pas cheaté, machin. Personne n'est venu le chercher pour le mettre à Poudlard. Enfin, il a eu une enfance standard, quoi. Ouais. Il avait le droit d'être une crasse, d'être nul à l'école, d'avoir des potos, d'aller manger des roudoudous. Voilà, tu vois, c'était... Il a manqué de rien, en plus, il était aimé. La seule chose qu'il n'a pas eu, c'est qu'il ne pouvait pas dire papa-maman et il ne savait pas qui étaient ses parents. Oui, ce qui est encore une fois complètement con, puisque les Lars auraient très bien pu se faire passer pour ses parents. Mais on constate dans la série Kenobi que si il a été autant préservé, c'est grâce à l'oncle Owen. Parce qu'à un moment donné, Obi-Wan, il a la velléité de l'entraîner, de le former.
Et l'oncle Owen, il l'a taclé, ça a été tellement repris sur les réseaux sociaux, c'est devenu un mème, en disant ouais, comme t'as formé son père, bah non en fait mon gars, faudra me passer sur le corps, faut lui la paix à ce gosse. À la fin de Kenobi, par sa proximité avec Leia, Obi-Wan se rend compte que effectivement il vaut mieux laisser les gamins tranquilles et les laisser avoir une enfance tranquille, peinarde. Mais c'est quand même l'oncle Owen qui remonte décidément dans l'estime, enfin dans la nôtre en tout cas, parce que c'est grâce à lui que Luke a été préservé, parce que même le moment où Reva veut lui faire la peau et arrive sur Tatooine, la version officielle qu'on donne à Luke, qui se souviendra pas de cet événement, c'est encore les Tusken qui font chier. Donc oui, la seule menace existentielle dans la vie de Luke sur Tatooine, c'est les Tusken en fait. Ah bah c'est le seul dont on a préservé l'innocence en fait. Il n'était pas dans une zone de conflit parce qu'il y avait pas de conflit sur Tatooine. Oui, l'Empire était présent, mais enfin, à part le côté les Tusken. Tatooine était quand même préservé parce que c'est dans le secteur des Hutt. Donc l'Empire s'y frottait pas, il allait mollo en fait, ils voulaient pas se frotter aux Hutt, ils avaient tout intérêt pour des raisons économiques à foutre la paix aux Hutt quoi. Donc c'est l'avantage finalement d'avoir grandi sur une planète contrôlée par les grosses limaces dégueulasses, aussi aberrant que ça paraisse, où l'esclavage était pratiqué, où les Tusken faisaient des raids. Ouais, mais on aime bien les enfants chez les grosses limaces dégueulasses. Je te rappelle qu'il y avait Rota aussi, je n'ai pas cité. mais je veux dire, voilà, il avait un bébé, Jabba, tu vois. Oui, c'est vrai. Il a fait un bébé tout seul. On vous renvoie vers l'épisode Le palais de Jabba, la vie de palais qu'on a. Il n'y avait pas d'enfants, a priori, dans son palais. On peut non, c'était que des adultes. Dieu merci, vu ce qui s'y passait, mais ouais. Oui, c'est sûr. Après, on sait pas l'âge des Twi'lek machin, mais enfin quand même, on pense que oui. Il y avait pas de. En tout cas, ça partait pas sur du malaisant comme ça, quoi. Non, du tout. Il y avait suffisamment d'autres choses malaisantes. Oui, voilà, on parlait de pas ce la peine d'en rajouter. C'est un spécial culture pub, ça va. Bah, si tu fais la contrepartie, du coup, on peut rester avec Leia, puis après, ou alors est-ce qu'on reste sur Tatooine avec Anakin et son enfant, justement? Bah, on peut peut-être parler du papa et revenir sur Leia. Bah, les deux se valent. Bah, c'est vrai que Leia a une enfance plus proche de celle de Padmé. Donc peut-être qu'on pourra faire le lien entre leurs deux enfances, je pense. Oui, bah on se retrouve encore avec, ils ont voulu nous faire un peu papa et fils ont partagé les mêmes expériences. Enfin, moi je dirais que non. Hein. Bah, non. Et en plus, il ressemble plus à sa mère dans plein de côtés. Et Leia et Padmé je vois bien qu'ils ont voulu faire mini-mi, mais ça marche pas en fait. Ça marche pas, et j'apprécie vraiment l'effort de nuance justement dans Kenobi quand Obi-Wan donne à Leia le fait qu'elle tient à la fois et de son père et de sa mère, chose que Luke n'avait pas dans la trilogie originale, parce que de toute façon elle était pas écrite, sa mère, donc Balek, parce que c'est vrai qu'il y a rien sur sa mère, c'est un point d'interrogation, bon, à part quand Leia dit t'es triste, t'es jolie, bon d'accord, mais ça rattache pas du tout à Luke, quoi. Non, parce qu'on voit qu'il est surtout inquiet de savoir qui était son père. Vous avez connu mon père, tu vois, dans l'épisode 4. Et puis dans l'épisode 6, quand même, il demande qui est sa mère à Leia, une fois qu'il sait qu'elle est sa sœur. Mais qui sait qui a bien pu baiser moi qui a accepté de coucher avec Vador dans cette galaxie, c'est pas possible. Mais en même temps, oui et non, parce que Luke, c'est peut-être le seul dans la trilogie d'origine qui voit Vador comme Anakin dans l'épisode 6. Et il le remet bien dans la gueule de Yoda et d'Obi-Wan que c'est Anakin. Il a été Anakin avant d'être Vador. Ah, mais je pense que c'est le seul dans toute la galaxie, hein. Parce que justement, on en parlait hier quand on discutait toutes les deux. Je te faisais un petit retour du début de Princess and Scoundrel, là. Et Leia non plus. Anakin connaît pas, veut pas savoir, hein. C'est pas possible pour elle. Donc c'est le seul qui a vent connaissance de Anakin. Et elle en reparlait également, Claudia Gray, dans Bloodline, dans Lien du sang, sur le fait que Leia ne comprend pas les regards illuminés de Luke quand il pense à son papa, tu vois. Ah oui, non, elle peut pas comprendre, hein, c'est sûr, parce qu'encore une fois, elle a pas eu accès à la rédemption de Vador. Elle a jamais fait la paix avec son père, ce qui a amené un certain nombre de problèmes dans Bloodlines. On vous renvoie vers notre review, mais également dans son rapport à Ben. Et ça, on en parlera un peu plus tard, évidemment. La question de l'héritage, hein, on en revient toujours à ça, c'est-à-dire des enfants soit privés d'héritage et donc d'identité, soit croulant sous le poids de l'héritage et en quête d'identité malgré ce poids. Donc c'est dans un cas comme dans l'autre, c'est trop lourd
à porter. C'est très très compliqué. C'est pas aberrant dans un parcours de héros, bien sûr, mais c'est très compliqué. C'est sûr. Donc Anakin, son poids, lui, son seul poids pour lui, c'était de libérer sa mère. Ce qui est un gros morceau pour un minot quand même. Ah, oui, c'est lourd. Et puis il avait déjà des velléités de libérer les esclaves, etc. Donc déjà, sans savoir qu'il était l'élu, il avait quand même des ambitions, ce gamin, hein, de libérateur, etc. Enfin, clairement, qui le dépasse. Hein. Je sais pas si ça allait jusqu'à absolument tous les esclaves, mais déjà, c'est vrai que... Bon, après, sens de l'injustice, etc. Mais c'est vrai que dans un premier temps, c'était vraiment vivre avec maman ailleurs, quoi, libérer sa mère. Donc prêt à risquer sa vie en faisant des compétitions et des choses comme ça pour gagner suffisamment de crédit pour racheter leur liberté. Ce qui est d'autant plus cruel quand tu vois que les Jedi l'ont laissé pourrir sur place et qu'il y a que lui qui a été libre, quoi. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comme ils ont senti, quand même, comme beaucoup ont dû sentir que c'était problématique, cette affaire-là. C'est vrai que ça se trouve surtout dans la trilogie D.K. Johnston, dans la série autour de Padmé, où on essaye de rafistoler cette injustice, cette grosse lacune chez lui. Oui, voilà. Je dis bon, Padmé, quand même. La passionnariat de la justice et de la liberté qui est jamais revenue, moi, un peu moyen quand même. Et effectivement, les Jedi en ont rien à secouer. Donc c'est vrai que les suivantes, qui étaient pourtant pas présentes avec elle au moment où elle était dans la casbah de... Ouais, parce qu'elle était incognito, elles sont restées sur le vaisseau qui brille. Voilà. Bon, et apparemment elles ont fait leur combat, tu vois, d'aller libérer le plus d'esclaves possible sur Tatooine. Alors c'est bien de nous le montrer, mais enfin on sait très bien que ça a dû faire un flop parce que les Hutt ont continué à avoir la main. Cela étant dit, c'est vrai que t'as pas l'impression qu'il y ait des esclaves tellement que ça sur ce qu'on nous montre de Tatooine après. Oui. C'est vrai. C'est du temps de luxe. Donc, est-ce que c'est ce qui sous-entendrait qu'il y a eu effectivement cet affranchissement en douceur qui s'est fait ouais. Bon, je sais pas. Je sais pas, c'est curieux. Parce que ni la République ni l'Empire ne se sont vraiment frottés aux Hutt sur la question de l'esclavage, en fait. Hein. Tu vois, quand ils arrivent sur Tatooine dans l'épisode 1, ils reconnaissent pas les crédits de la République, ils en ont rien à battre. Les Jedi se font tout discrets, tu vois, qui traînent pas beaucoup dans le coin en règle générale. La reine de Naboo, elle est incognito parce qu'elle a juste aucun pouvoir, aucune légitimité à traîner dans le coin. Enfin, c'est compliqué, hein. Et quand elle dit à Anakin, t'es un esclave, elle est un peu choquée, mais bon, pas plus que ça, c'est juste, ah tiens, une curiosité, c'est un esclave. C'est bizarre quand même, parce qu'elle qui étudie, qui est la reine de machin, elle doit bien savoir qu'il y a des esclaves ailleurs dans la galaxie. Attends, elle a demandé à Jar Jar s'il était un Gungan, comme tu l'avais justement relevé, il est ta planète, connasse, c'est la deuxième espèce majoritaire sur Naboo après les Naboo, quoi. Ah oui, mais après ça, je te dis, dans les romans, t'as l'impression qu'elles sont toutes, si tu veux, elles ont fait bac plus 12 avant même d'avoir leur bac, si tu veux, les suivantes et Padmé. Mais là, oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui seraient cohérentes avec le fait que ce sont des jeunes et qui sont pas au courant de tout et que leur perspective est censée être limitée. Mais bon, après, qui va pas avec la manière dont c'est réécrit, tu sais. Alors là, pour le coup, tu parles pas de Marissou, hein, tu parles des personnages de la prélogie. Non, aucun n'est trop cheaté. Non, ils sont tous formidables, là. Meilleur personnage jamais écrit. Donc... Ouais, non, ça pose un certain nombre de soucis. Le souci d'Anakin, qui était un vrai petit garçon blondinet, mignon, machin, etc. C'est vrai que c'était ce qu'on lui a écrit comme parole. Alors, il y avait la question du jeu. Bon, encore une fois, c'était peut-être pas le meilleur acteur du monde, pour une raison d'aller le pourrir, mais c'est vrai que le pauvre, il avait quand même la direction et les dialogues en bois de George Lucas à se mettre dans la bouche et il y arrivait pas, quoi. Et c'est vrai que les phrases qu'on lui sort, il est censé être un enfant ultra précoce, mais avec une éducation parcellaire tout de même, ouais. Parce que il allait pas à l'école sur Tatooine, hein. M'étonnerait que Watto l'envoyait au cours du soir, hein. Donc il apprenait avec sa mère à regarder, à se renseigner, parce que la force le guidait dans certains trucs, mais sans vraiment trop savoir ce qu'il bricolait, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il sort des phrases qui sont pas des phrases très crédibles, et puis qui passent d'un sentiment à un autre. Alors, ce qui est pas complètement faux chez un enfant, parce que tu dirais qu'un enfant, tu peux être à un moment, il peut avoir le plus gros chagrin de sa vie, et 2 secondes après, c'est « Oh, chouette, un
chien. Donc c'est vrai. Ça marche donc, avec c'est vrai certains que- adultes aussi. Hein. ça peut marcher avec certains adultes ou avec un chien, mais mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que ça pouvait étonner parce que ce gamin, quand tu l'emmenais loin de sa mère, tu lui visiblement, c'est normal, c'est une expérience extrêmement traumatisante. On t'emmène à des années-lumière, à des parsecs de ta maman que tu vas peut-être jamais revoir et que t'as laissé in the merde, avec des gens qui veulent pas de toi, Ouais. qui te disent des trucs pas cool en te mettant comme un singe savant ou une abomination, tu vois, c'est limite Damien d'ailleurs, c'est presque ça. Il est exhibé devant tout le monde qui est là, attends, c'est quoi cette merde? Alors Il est qu'en trop plus, vieux, il est les idolâtre, c'est-à-dire que tu vois sa réaction quand il croise Qui-Gon, et quand il en parle, personne ne peut tuer un Jedi, lol, tu vas en tuer quelques-uns toi mon gars, mais il idolâtre les Jedi, ce qu'il en connaît, ce qu'il a vu dans les holos, etc. Encore une fois, c'est les premiers qu'il croise sur Tatooine parce qu'on est dans l'espace Hutt, il les idolâtre. Et d'un seul coup, il se retrouve au Haut Conseil avec le top du top des Jedi, sur Coruscant, la planète genre où il pensait jamais mettre les pieds parce que c'est le noyau, voilà, c'est la capitale de la galaxie. Il savait peut-être même pas que ça existait. Ouais, voilà, lui au fin fond de son bac à sable, voilà quoi. Et il le traite comme de la merde. Un gamin de 9 ans. Mais allez vous faire foutre quoi. Enfin, je veux dire, donc pour lui, c'est perte de sécurité, il se pèle le jonc parce qu'il connaît que le désert, voilà. Enfin. Il passait de la chaleur de Tatooine, des bras de maman et d'avoir été sincèrement aimé par sa mère, comme tu dis, au froid, au building, à des choses. Enfin, t'imagines le choc culturel que ça peut être, quoi. Et le fait qu'on te dise en plus que l'amour de ta mère et que l'amour que tu éprouves pour ta mère, ce sera ta perte, mon garçon. Et que rien que ça, déjà, ça fait de toi quelqu'un de pas bien. Et ça, pour ébranler ce gamin, parce que finalement, sa relation à sa mère, il a que 9 ans, hein, on rappelle. C'est encore le centre de son univers. Elle l'a très très bien élevé. Elle en a fait un garçon qui était très équilibré à ce moment-là encore. Et va dire à n'importe quel gamin de 9 ans, qu'il soit l'élu ou pas, non mais l'amour que tu éprouves pour tes parents et qu'ils éprouvent pour toi, c'est pas bien, ce sera ta perte, etc. Il a pas grandi avec ce modèle-là. Tous ses petits camarades de jeu sur Tatooine, leurs parents les aiment en fait. Il y a pas plus naturel que l'amour d'un enfant pour ses parents et des parents pour un enfant. Il y a pas plus fondamental. Donc là, je sais pas comment tu peux faire l'éducation d'un enfant sans attachement en fait. Hein. Ça crée, spontanément un enfant il est fait pour s'attacher. Bah oui, c'est comme ça qu'il se construit. Puis on est des animaux sociaux. Hein. L'attachement c'est la base. Je veux dire, les parents c'est les premières personnes qui prennent soin de toi depuis la naissance. C'est des dieux pour toi. Tu te construis grâce à l'amour. C'est comme ça que tu prends confiance en toi. C'est comme ça. C'est pour ça qu'après il perd confiance en lui, il doute de tout et ses sources de colère et machin. C'est parce que ils l'ont ébranlé dans ses fondamentaux, ce gamin. Et ça peut provoquer que du désastre, hein, c'est sûr. C'est pour ça que le système faisait en sorte, c'est vrai que c'est la partie la plus dégueulasse des Jedi, de récupérer les enfants aussitôt que possible, limite les arracher au sein de leur mère, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que forcément, ils vont s'attacher, c'est logique. Enfin, ça me fait penser à cette expérience qui avait été faite, tu sais, par un roi, je sais plus si c'était un roi autrichien ou allemand, enfin tu vois, c'est des spécialistes, mais qui voulaient voir quelle était la langue naturelle et qui avait mis ensemble des bébés dans une institution où les gens qui devaient veiller en tout cas à ce que leur couche soit changée et leurs besoins primaires assurés, donc c'est-à-dire juste l'alimentation et le change, on va dire, ne leur parlent pas pour voir ce qu'ils allaient développer comme langue. Évidemment, tu te doutes du résultat et ils étaient complètement débiles, quoi, parce que ils avaient personne pour leur témoigner de l'affection, pour les stimuler et pour leur parler et les stimuler, voilà. Et donc en fait, c'était plus que des enfants sauvages, quoi. Ils ont très très mal grandi. Et donc finalement, c'est pas exactement ça parce qu'on leur parle, on les éduque, on les endoctrine, même je devrais dire chez les Jedi. Alors ça se fait pas nécessairement dans la violence. Enfin, pour des gens qui te disent que l'arme d'un Jedi, c'est pas nécessairement pour se battre, ils sont quand même très très tôt à leur fourguer des bâtons dans les mains et à leur tirer dessus avec des petites boules, avec des petites bouboules quand même. Oui. Alors c'est vrai que dans l'univers curieux. étendu, ils essaient de rectifier le tir un peu en disant que c'est pas nécessairement les Jedi qui arrachent les bébés aux parents, c'est les parents, à partir du moment où les Jedi leur disent « Oh, votre enfant a des prédispositions, ah super, prenez-le, il aura une vie meilleure », grosso merdo, c'est ce que Shmi a fait pour Anakin. Donc maintenant, ce serait genre les parents de toutes les espèces confondues qui font la queue devant les temples Jedi à droite à gauche pour
pour pour donner leurs enfants, quoi. Ouais, bah, c'est le principe de l'orphelinat quand tu vois, il y a plein de familles, tu vois, les histoires de, bah, tu laissais ton bébé devant, dans la huche à pain, là, devant le monastère ou l'église, parce que tu pouvais pas le nourrir, C'est quoi. Donc, c'est ce principe-là, en fait. Donc c'est plus C'est du pas désespoir que... un honneur, oui. Que l'honneur que ton enfant sera un Jedi, quoi. Quel parent pense à ça? Si tu peux assurer la subsistance de ton enfant, je sais pas dans quelle mesure il y avait énormément d'enfants de grandes familles qui étaient donnés bébés aux Jedi pour être élevés parce qu'ils montraient des dispositions à la force, tu vois. Je sais pas, hein, c'est pas comme dans les grandes familles nobles où l'aîné héritait du titre, le deuxième était promis à l'église, pas parce qu'il avait une vocation, en général ça se décidait à leur naissance, mais parce que ça faisait toujours bien d'avoir quelqu'un de haut placé dans l'église. C'était vraiment pas... Ah, t'avais le deuxième à l'armée, et le troisième allait effectivement, le troisième fils là, allait chez les curés. Ouais, c'est ça. Enfin, les moines. L'histoire d'en faire un évêque, un cardinal, parce que c'est pour des raisons purement politiques, stratégiques, et pas du tout pour des raisons de révélation divine ou quoi au caisse. Hein, donc, Non, pour assurer leur subsistance, puisque encore une fois, tu partageais pas l'héritage. Non, donc le tu premier partageais avait pas tout, la terre. fallait bien que les autres aient quelque chose à se mettre sous la dent. Ouais. Quoi. Il fallait bien assurer leur carrière quand même et éviter qu'il y ait justement des conflits pour essayer de se partager les terres. C'est ça. Donc, je sais pas, par rapport aux Jedi, Ce qui était très fort finalement, la première fois, on a vraiment eu la question des enfants. Encore une fois, reste la prélogie, où tu avais vraiment des enfants représentés et non pas des métaphores, comme on a dit dans la trilogie originale, et tu avais deux systèmes qui étaient mis en parallèle. Et je crois que dans les deux cas, ils se ressemblaient énormément, et c'était, il me semble, une critique de la part de George Lucas. Parce que dans le même temps où les Jedi avaient l'air d'être inquiets de cette armée de clones qu'on leur balançait, c'est le même système hors sol, sans père ni mère, avec une formation purement avec une indoctrination et un but de service. Ouais. Et que Obi-Wan soit choqué par ce qu'il voit sur Kamino me dépasse, parce que finalement c'est ce qu'ils ont mis en place sur un plan mystique. Mais c'est le même système, oui, en fait. Oui, c'est la même déshumanisation, et c'est le même lavage de cerveau très très tôt pour une vie de service. C'est pas parce que t'as une prédisposition à la force que tu dois devenir un Jedi et vouer ta vie au service des autres. Ça se trouve, t'aurais eu d'autres aspirations si on t'avait pas mis la main dessus dès ton enfance, quoi. Ta petite enfance. C'est pas parce que tu aurais des prédispositions au combat que tu dois nécessairement devenir un guerrier. Donc, non, voilà, c'est ça. C'était le cas finalement pour les clones de Jango Fett. Parce qu'on leur retire, meilleur papa du monde. on leur refuse tout libre arbitre. On leur refuse ce qui fait d'un être humain ou non humain, mais voilà, d'un être sentient, son pouvoir de décision, sa dignité. On leur refuse le fait d'être un individu à part entière. On les déshumanise. Son identité. C'est même étonnant presque que les Jedi rebaptisent pas, tu vois, les gamins, parce que ça pourrait aller dans la même... Alors, ils leur donnent pas des numéros, mais après ça, on en parlera dans la postlogie, parce que finalement, c'est la continuation logique des deux systèmes là, qu'on vient de mentionner par rapport aux enfants. Même si c'est très, très parcellaire dans la postlogie, c'est très sous-entendu, c'est dans le sous-texte. Tandis que là, c'est vrai qu'on le voyait vraiment à l'écran. C'est vrai que dans l'éducation, parce que quand tu parles des enfants, t'as à la fois l'éducation que peuvent te donner les parents. Bon là, comme on dit, c'est un peu caduque, parce qu'ils ont pas le temps de donner beaucoup d'éducation, même si Shmi, c'est peut-être le plus qu'on a pu voir. Parce qu'il était trop âgé pour commencer sa formation, comme le dit Yoda. Ouais. Il est trop âgé. Ouais, mais on voit un petit peu de l'éducation des on voit leur cours, quoi. On voit un peu ce qu'ils font. Et t'as... Ouais, enfin, c'est une espèce... On te le vend comme un... Poudlard avant l'heure, parce que n'existait pas encore, mais c'est le principe d'une éducation dans des collèges, je dis collège, mais bon, dans des écoles, dans des pensionnats britanniques, ou dans des pensionnats, en tout cas, c'est l'idée qu'on t'enlève loin de tes parents, mais sauf que t'as jamais de vacances, tu repars jamais dans ta famille, tu restes tout le temps là-dedans à passer ton temps avec en plus des gens qui sont des produits du système, qui n'ont jamais quitté ce système-là, donc c'est vraiment un circuit fermé en fait, et qui sont convaincus que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est complètement sclérosé de bout en bout en fait, parce que non seulement tu reverras jamais ta famille, mais tu ne dois plus jamais entrer en contact avec ta famille. Tu peux même pas envoyer un holo. T'as Obi-Wan qui parle de ses frères et sœurs dans la série Kenobi. C'est vaguement mentionné le fait à un moment il dit qu'il a des frères et sœurs qu'il a jamais revus en fait. Non, c'est parce que tu coupes tous tes liens pour ne devenir qu'un pion de l'ordre Jedi. Donc c'est assez glaçant hein, quand même. Effectivement, ils auraient pu les renommer, leur donner un matricule pour encore plus
plus les déshumaniser. Hein. Ou juste les rebaptiser, tu sais, comme quand tu rentrais au couvent. Oui, tu deviens sœur Marie Trucmuche au lieu de... Ou frère machin chose, mais tu ne sais pas tout le nom de naissance finalement. Et ça aurait été presque logique qu'ils le fassent. Je suis même étonnée que, puisque les parallèles étaient présents, que personne n'ait suggéré que c'était ce qui était fait. Ou George Lucas soit pas parti dans cette destination-là, m'étonne quand même. L'éducation des clones, face à ça, qui est une éducation en mode accéléré, parce qu'on accélère leur croissance en plus, donc en plus t'as vraiment pas d'enfants, c'est vraiment très compressé pour des humains, ou des humanoïdes en tout cas en plus, parce que c'est carrément en plus pas naturel. C'est quand même un programme qui te fait beaucoup penser au clip Another Brick in the Wall, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, hop, on te nourrit, on te fourre un maximum de données, puisqu'on les voit étudier, manger, se battre, et puis après, allez hop, ils sont livrés. Ce sont des produits que tu mets directement dans les canonnières, prêtes à justement servir de chair à canon. Chair à canon. Ouais, non, c'est ça. Et les Jedi, on constate à la fin de l'épisode 2, ils n'ont aucun souci pour utiliser ces êtres vivants comme chair à canon. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un gros conflit moral à ce niveau-là, et en fait pas du tout. Ils essaient pas de savoir qui a commandé cette armée il y a 20 ans sous le pseudonyme, sous le nom d'un de leurs maîtres Jedi décédés. Ils essaient pas de savoir s'il y a un piège ou quoi. Ils disent ah super, une armée toute prête qui nous tombe du ciel, allez c'est parti. Cadeau. Ah non, attends. Après ils viennent nous parler de compassion. Mais mon cul, en fait, la compassion, elle est où, là ? Dans la manière dont c'est représenté, pour eux, c'est à peine mieux que des droïdes. Oui, c'est ça. C'est zéro investissement émotionnel de leur côté. Donc, du coup, zéro investissement émotionnel de notre côté. Ils peuvent se faire exploser les clones. On n'en a rien à battre. C'est des droïdes organiques, en fait. C'est tout. Hein. Alors, c'est vrai qu'après, ça a été terré par la guerre des clones, la série, et par ce qu'on a pu voir de l'attachement qui se faisait avec, bizarrement, entre les Jedi et leurs commandants, mais ça après c'est du remplissage, ou en tout cas des manières de gérer des problèmes qui n'étaient pas du tout réglés. Oui, c'est du service après-vente. En ce qui me concerne, c'est ni plus ni moins. C'est plus ou moins maladroit, mais le problème fondamental, si on s'en tient au film, ce qui est le cas de la plupart des gens, il demeure, hein, évidemment. On parlait d'Anakin, finalement par rapport à Padmé, c'est aussi à un moment donné renoncer à ton enfance par devoir. Alors certes, elle a eu une enfance beaucoup plus équilibrée. C'est dommage, encore une fois, que les scènes aient été coupées dans l'épisode 2 où on voyait sa famille, ses nièces et tout le tremblement, parce que c'est une famille aimante, soudée. Elle a eu une belle enfance, mais elle y a renoncé à partir du moment où elle a fait sa formation pour devenir reine. Et à partir du moment où elle était reine, certes, elle n'avait que 14 ans au moment de son élection. Voilà, elle, pareil, derrière les maquillages, etc. On en avait parlé longuement quand on avait fait l'épisode sur Padmé. Elle est aussi, déshumanisée, elle disparaît derrière un nom, c'est pas un matricule, mais c'est son nom de règne, ce n'est pas son nom à l'état civil. Son individu disparaît derrière la figure publique et le devoir. Encore une fois, c'est le devoir qui prime et qui prive les enfants de leur enfance. Mais elle, ça a été son choix. C'était son choix, c'est la grosse différence. Si tu compares avec sa fille, elle a hérité de ça. Elle a hérité de ça avec, pour elle, une double... qui est développée aussi bien dans le Claudia Gray, Léa, Princesse d'Orléans, et dans la série du coup Kenobi, où là, c'est vraiment une petite fille. Bon, c'était le problème c'est le problème de tous les enfants qui naissent dans des familles à haut profil, familles régnantes ou grandes familles héritières, on va dire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dois te montrer digne héritière et tu te retrouves avec des charges qui sont pas celles qu'aurait un enfant lambda. Et elle, en plus, il y a le fait qu'elle est adoptée et qu'elle le sait, et qu'il faut qu'elle se montre digne d'avoir été choisie. Parce qu'il y a ça, même si c'est pas ce que lui demandent ses parents et qu'elle est tombée sur des parents extrêmement aimants, les Organa, et qui sont pas si exigeants que ça, mais elle se met la pression en alors du coup j'ai volé la place du peut-être une autre petite fille plus méritante, donc il faut que je me montre digne de ça. Et on me rappelle régulièrement, soit le cousin teubé ou elle a peur qu'on lui fasse la critique, que elle est pas digne de la famille, elle est pas digne du sang, elle est pas digne du titre. C'est ce qu'on avait évoqué pareil dans notre review sur Leia, princesse d'Alderaan, c'est-à-dire les enfants adoptés et souvent le syndrome de l'usurpateur. C'est-à-dire, en fait, faut que j'en fasse plus pour mériter l'amour. Parce que peut-être qu'on peut vu que je suis pas l'enfant biologique, peut-être que cet amour,
on peut me le retirer du jour au lendemain. Si je suis pas parce qu'elle pensait que ses parents lui ont retiré cet amour, parce qu'après tout, elle sait pas. Et c'est une des questions qu'elle pose, qu'elle veut savoir. C'est pour ça qu'au début, quand elle voit Obi-Wan, elle se demande si c'est pas son père. Et puis après, comme elle comprend que c'est quelqu'un qui a connu ses parents, qu'est-ce qu'ils peuvent lui dire sur ses parents? Parce que peut-être que mes parents m'ont jeté, quoi. Ils ont pas voulu de moi, en fait. Donc s'ils ont pas voulu de moi une fois, peut-être que les nouveaux, ils voudront pas de moi non plus. Ou j'aurais fait une connerie qui justifiera pas leur amour. Parce que, bon, Luke, c'était pas ses parents, mais c'était sa famille quand même. Et bon, lui, il est pas tombé sur l'oncle et la tante Harry Potter, tu vois. Donc, il est tombé sur un oncle et une tante, comme on l'a dit, qui ont fait le devoir avec affection. Qui l'aiment, qui le protègent. Alors oui, certes, ils le font chier, mais comme tous les parents, hein, à un moment donné, surtout quand t'es adolescent, range ta chambre, fais ceci, bois ton lait bleu. Mais il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour, quoi qu'il arrive. Et Luke était en sécurité dans cet amour. Il a jamais eu à en douter, en fait. Ce qui n'est pas le cas de Leia, jusqu'à ce que Obi-Wan, sur le dernier épisode, lui donne quand même ce qu'elle a besoin d'entendre pour grandir. Et ce que lui a besoin de dire aussi, parce qu'il a son propre parcours vis-à-vis de la débâcle par rapport aux parents de Leia, parce qu'il aimait Anakin, c'est surtout là-dessus qu'on a insisté, mais il aimait beaucoup Padmé aussi. Il aimait beaucoup cette femme. Donc, il fallait qu'il le dise à un moment donné à Leia, pour que Leia, elle continue à avancer, et puis pour lui aussi, pour faire la paix avec le passé. Donc c'est pour ça que cette scène, elle est vachement importante dans la série, et c'est bien qu'il l'ait tournée, en fait. Oui, il y avait des choses très très bien faites sur le plan de l'enfance, parce que dans le même temps c'est vrai qu'il y avait un côté un petit peu fait pour qu'une petite fille puisse cosplayer Leia adulte, de plein de façons, que ce soit dans les vêtements, les coiffures, et puis dans les attitudes, mais il y avait quand même, pour le coup, la gamine était beaucoup plus convaincante, et il y avait des jolis moments d'émotion et de tendresse et de réflexion, enfin, même si, oui, elle était, comme on l'a dit, elle est catapultée dans un monde d'adultes très très tôt, avec un sens de responsabilité et des choses pas forcément faciles à gérer, mais on voyait quand même, ça restait malgré tout une enfant. Oui, elle me faisait penser à Mérida dans Rebelle, parce qu'en fait, très tôt, sa mère, elle veut la mettre dans un carcan, discipliner ses cheveux, l'empêcher de courir les bois pour tirer des flèches, se jeter dans les cascades et machin et tout, pour la former à son rôle de future reine ou quoi au caisse. Puis la môme, ça la fait pas du tout rêver, et dès qu'elle pouvait, elle se sauver dans la forêt pour faire la fofolle. Leia, c'est pareil, en fait, elle a besoin de réconcilier les deux aspects, ses aspirations et puis ce qu'on attend d'elle. Le devoir, encore une fois, le poids du devoir, que tu sois un Jedi, que tu sois un clone, ou que tu sois la reine Amidala par choix, ou que tu sois catapultée dans la famille Organa, adoptée, c'est le poids du devoir pour tous ces gamins qui est quand même très très lourd. Et puis avec, dans le cas de Leia, la question, quand on parlait de l'enfance et d'une enfance brisée ou arrachée, quand même Leia, on va quand même lui supprimer absolument tout repère de son enfance. Enfin voilà, quelqu'un qui aura pas d'autre choix que d'avancer, parce que elle a rien qui va lui rester de son enfance, aucun lieu de mémoire, les témoins sont pas nombreux, ceux qui ont survécu, mais qu'est-ce qui reste de son enfance? C'était aussi une des questions dans Bloodline, c'est-à-dire quand on retrouvait cet enregistrement et les quelques mémentos qu'elle pouvait trouver sur Alderaan, d'Alderaan prennent du poids chez elle, puisqu'elle a plus rien qui est rattaché à son enfance. Et finalement, même quand elle apprend finalement que son père était Vador, son vrai père, voilà encore un gros étron sur son enfance, puisque tu pourrais penser que là, elle était réconciliée sur le peu que lui a dit Ben, puisqu'elle le connaît que sous Ben, enfin, même si elle sait que c'est Obi-Wan Kenobi, mais pour elle, ce sera toujours Ben, et qui lui dit que son père était quelqu'un de bien, en fait. Ouais. Et là, merci Luc, mon père était... Merde. Fais chier mon jumeau qui a eu une enfance de rêve dans le bac à sable. Qui a eu rien à faire de sa life. Qui a eu une enfance. Que moi, qui a eu une enfance tout voilà, qui a eu une enfance et qui peut retourner a gardé son lieu de mémoire jusqu'au bout, voilà, puisqu'il sera enterré, en tout cas, dans un cénotaphe. Il aura son cénotaphe sur Tatooine, donc effectivement... Et elle, c'est vrai que, on le voit vraiment dans l'univers étendu, pas du tout dans les films, mais elle se contente des miettes, c'est-à-dire la diaspora d'Alderaan, tous ceux qui n'étaient pas sur la planète au moment où elle a sauté, quelques plantes, écosystèmes, des
des objets, des artefacts qui étaient chez les antiquaires ou au marché noir, etc. Quelques millésimes, pareil, qui ont une valeur, machin. Enfin, elle est obligée de se contenter de miettes de son souvenir, enfin de son enfance, de sa planète, parce qu'il n'y a plus rien. Je veux dire, à part se recueillir à l'endroit où Alderaan se trouvait, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, cette pauvre fille, quoi. Donc son enfance a été atomisée. Il y a un avant et un après, quoi. Pour Leia, c'est particulièrement net. Comme pour Anakin, c'était arraché à leur planète, à leur maison, d'une manière ou d'une autre. Oui, même si, on va le dire, pratiquement tous ont été arrachés à quelque chose à un moment ou à un autre. Il y a 2 enfants qu'on n'a absolument pas mentionnés et qui peut-être sont le plus proches de ce que c'est vraiment un enfant. Parce qu'on a dit, voilà, là, on se retrouve avec des enfants précoces, enfants haut potentiel, enfants ce que tu veux. C'est les 2 enfants des Ewoks et de la bataille d'Andorre. Sindel et je vais l'appeler Kevin parce que j'ai oublié son nom et que je m'en fous en fait. L'adolescent chouinard merdeux là. Ouais, voilà, exactement. Ah si, c'est Mace. Mais si, bien sûr, parce que c'est comme Mace Windu, bien ça m'est revenu, voilà. Mais c'est vrai que c'est 2 gamins finalement. Et sont peut-être les seuls qui se comportent vraiment comme des gosses et qui ont vraiment une vie de gosse avec une fin. Bon, alors dans le cas de Mace, c'est pas de Kevin, lui il crève. En même temps que ses parents, donc ça va. Allez, c'est pas grave. Dégage. Allez, tu n'as pas été convoqué en saison 2. Mais la loupiote, par contre, elle ça s'en sort avec le Père Noël et son traîneau. Et donc, du coup, voilà. Mais ils ont des vies de merde, mais ils ont des vies d'enfants. Oui. Ou un comportement d'enfant, on va dire. Et peu de responsabilité, car pas de pouvoir. Donc ça aussi, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être les rares qui sont vraiment des gosses, qui n'ont pas un dessin exceptionnel, un projet de vengeance, des capacités qui leur ont été soit fourguées par des midi-chloriens, soit fourguées par un programme sur Camino. Enfin, voilà, c'est peut-être les seuls qui sont... Et bon, c'est les plus starbés, les plus nazes, les plus... mais c'est des gosses. Mais quand même, dans le premier, la caravane du pourrage, ils ont réussi à sauver leurs parents du pourrax, parce que les parents, c'est des assistés de la life, donc quand même. Oui, mais alors... Avec l'aide des Ewoks, je te rappelle, parce que s'ils n'avaient pas eu le Kinder Surprise, la fée Clochette, et puis les Ewoks avec eux, ils n'auraient pas fait long feu, les mots. Ah bah non, c'était mort. Clairière enchantée, sur la lune enchantée d'Andorre. C'était vite foutu, hein. Bah, c'est la seule expérience. Pour le coup, voilà un film qui était vraiment livré pour des gamins, avec des personnages de gamins crédibles. Oui. Chiant, mais crédible. Du coup. Ouais, c'est la vraie exception, hein, effectivement. Parce que tu regardes même dans les séries actuelles, le Mandalorien, bon, on se doute qu'il a eu une enfance de merde. Ah oui, ça vous est très vite. Oui, vu comment il a été récupéré par cette espèce de secte, pareil, il est déshumanisé, on l'enferme sous un masque, voilà, enfin bon, c'est très compliqué. Il perd son humanité et il la récupère grâce à un gamin d'une autre espèce, j'ai nommé Grogu, le bouffeur de grenouilles et de macarons. De tout, hein, il bouffe tout, de boules, de machin, de tout ce que tu veux, tout ce qui passe, hein, de soupe, tout passe. Et les œufs, il y a tout qui passe. Grogu qui a été mis face au choix aussi, enfin, immoral des Jedi et machin, et qui a dit fuck you, je retourne avec mon papa pour une enfance. Alors j'ose pas dire normale parce que le Mandalorien, il mène une vie de Mandalorien. Rock'n'roll là. Il est en Harley Davidson le gosse, tu sais, il est sur le porte-bagages. Wouh. Mais au moins, il a choisi papa. Ça, c'est chouette. Alors, c'est le choix de Grogu. Ça, c'est vrai que c'est l'exception, tu vois. Et encore une fois, je pense que la plupart des créateurs de Star Wars ont bien compris que, théoriquement, tu choisis pas de Jedi. Normalement, c'est pas ce qu'on te dit. C'est le premier qui dit fuck le devoir, fuck le pouvoir, je vais être avec mon papa. Voilà, je choisis l'attachement. Quitte à les perdre ou quitte à virer mal, apparemment, puisque c'est la seule chose qui peut t'arriver. Mais a priori, non, parce que si t'es aimé et si t'es pris en charge... Ah mais non, sans être guidé de façon éclairé par les Jedi, tu ne peux que mal tourner. Alors qu'on a vu ce que donnait votre guidage éclairé et tout. Il t'éclaire droit dans le mur. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'était un pan intéressant de l'enfance, effectivement, du trauma d'enfance, qui n'était pas nécessairement exploré avant, bien que c'était sous-entendu dans la prélogie. Alors, c'était en germe avec l'expérience jeune Boba Fett, parce que tu te doutais
savait que ce jeune allait être traumatisé par son enfance atypique, j'oserais dire, d'être le clone élu par papa, non sans un programme particulier, élevé quand même comme futur héritier d'une machine de guerre, et puis donc il perd son père dans des conditions assez atroces, même si c'était un bâtard. C'était un bâtard, mais un enfant le sait pas, hein, que son père ou sa mère est un bâtard vis-à-vis de l'extérieur. Ça reste papa-maman, Voilà. tu vois. Donc pour lui... Et puis laissé comme ça, au milieu du champ comme de une bataille, merde, sans que tu saches... non, c'est... tué par un Jedi, on précise, qui le regarde au moment où il bute son père et qui le laisse comme un con sur le... non, alors Mace Windu, franchement, au secours, quoi. Oui, non, c'est vrai que tu sentais que ça, c'était un potentiel d'enfance traumatisée. C'était, je dirais, pratiquement le seul potentiel, à part, on avait des enfants tués, ça, il faut quand même qu'on le dise. C'était un truc important, c'est vrai que là, c'est très rare d'avoir des gamins qui se font tuer, à part chez Lucasfilm, où tu n'hésites pas, donc on avait dit à tuer Mace dans la bataille d'Andorre, et donc à nous tuer tous les Padawans, quoi. Ouais. Sous nos yeux, qui plus est. Oui, non, c'est... Parce qu'il y en a un qui se fait buter pas hors caméra, quand même. Oui, le petit Padawan un peu plus doué au sabre. Qui se fait tuer devant Bail Organa, ouais, effectivement. Et puis ils en remettent une couche dans Kenobi pour l'histoire de Reva. Qu'ils en mettent une couche dans Kenobi. Exactement, entre l'histoire de Reva et Grogu aussi, puisque Grogu, c'est la continuation de ce trauma-là, puisque lui aussi était au temple au moment où ils se sont tous fait dézinguer par les clones qui étaient censés être là, les protéger, dans le lieu qui était censé être le sanctuaire, qui les protégeait, qui assurait leur bien-être, etc., et qui se retrouvaient tous massacrés, quoi. Ouais, non, c'est chargé, hein. Faut reconnaître à George Lucas ce courage-là, hein, effectivement. Parce que normalement, tu tues ni les enfants ni les chiens, mais là... Alors, le chien ne meurt pas, mais les enfants, oui. Ça peut arriver, alors ça arrivait justement au 19e siècle. On en tuait des gosses, hein. La copine de Jenner... Ah oui, la pauvre Hélène, elle prenait cher, hein, effectivement. Ça servait l'arc de Jane, c'est ça le truc en fait, c'est que tu le fais quand ça sert l'arc du personnage principal. Là, en l'occurrence, ça servait l'arc d'Anakin. De tuer des Padawans, c'était logique finalement, parce que... Il les connaissait pas. Oui, alors c'est vrai que d'où le problème après finalement de nous avoir refourgué Ahsoka, même si oui, c'est un personnage intéressant maintenant tel qu'elle est développée, certainement, mais ça reposait problème dans l'arc d'Anakin, parce que si entre-temps il s'est développé en relation avec une Padawan, ça rend le meurtre au temple encore plus problématique. Ah oui. C'est encore plus dégueulasse. Et puis, là, la dissonance dans sa tête à lui, en fait, ça pose vraiment beaucoup de soucis, hein, qu'il ait eu une Padawan à ce niveau-là. D'ailleurs, l'enfance d'Ahsoka... alors, moi, j'ai pas encore regardé Tale of the Jedi, mais toi, tu t'y as jeté un œil? Oui, j'ai jeté un œil. Alors, je parlerai du coup que du premier épisode sur bébé Ahsoka. Alors, pour le coup, dans son village idyllique, je dirais entre Inde et Amérique du Nord, tu vois, c'est un peu dans cette ambiance-là, parce que tu les sens codés en langage comme des Indiens ou des Pakistanais, en tout cas avec ce genre de... Voilà, puis Ahsoka. Ah oui, Ahsoka, Ashoka, on l'avait déjà dit. Et puis il y a un tigre là-dedans, mais au niveau du visuel, ça fait plus Amérique du Nord, tu vois, c'est plus Pocahontas. C'est indien, mais dans les deux sens, tu vois. C'est à la fois amérindien et indien d'Inde. Pour tous ceux qui, encore une fois, disent que est trop cheaté, je rappelle Grogu et Ahsoka qui font quand même des trucs que bébé, ils se chient dessus, les gamins. Ils sont encore quand même à se faire pipi dessus, à pas être capables de s'alimenter tout seuls. Mais ils ont des capacités... Ils n'ont pas eu d'entraînement, ils n'ont pas eu de machin. Enfin, je trouve que ça gueule moins autour de ça que sur un adulte ou une adulte qui serait guidé. Et on l'a jamais vu avant, le pouvoir de la force. Oui, d'accord, mais enfin, quand c'est un bébé, ça te choque pas, quoi. Et quand c'est une gamine, enfin, du coup, une jeune femme qui a grandi sur une planète de merde où tout veut ta peau et t'as intérêt à survivre... Puis ça a été ça a été bien démontré dans le premier film. Là, ça te choque. Pareil, il y a une dissonance au niveau du fandom, là. Parce que les gamins, ça les a pas choqués, hein, les pouvoirs de Rey, en fait, hein, les gamines qui sont identifiées à elle. Tous les gamins dans les récits initiatiques viennent avec un don rare dont qu'ils doivent maîtriser. L'élixir avec lequel ils doivent revenir. C'est normal. Et puis qui se manifeste à la one again. Enfin, je veux dire, c'est la force, encore une fois. Hein. Je veux bien qu'on t'apprenne la force, mais en fait, je suis sûre qu'il y a des gens qui manipulent la force sans le savoir. Dans leur
leur univers, qui manipulent la force sans le savoir, et c'est bien ce qu'on te montre régulièrement, si tu veux. Donc Ahsoka, elle aurait pu avoir une enfance assez idyllique, parce que tu la vois bien intégrée dans sa tribu, enfin, elle est aimée par ses parents, etc. Mais ils ont pas l'air d'être effrayés par ses pouvoirs, hein, si tu veux. Ils sont animistes, proches de la nature, enfin, un genre de choses. Donc, on voit pas l'arrachement à sa famille. On sait qu'elle a été récupérée bébé. Bah, elle aurait pu avoir une bonne enfance. Elle aurait pu. Tout est là. Si elle est pas parce qu'en plus, qu'est-ce qu'on t'apprend, c'est que avec les Jedi, c'est si tu fais preuve, enfin, si t'as un talent particulier, cache-le. Sinon, on va t'arracher à ta famille. Tu vas avoir une vie de merde. Parce que c'est un peu ça quand même. Ça encourage pas à avoir un talent, etc. Alors que c'est mis en valeur et ça finit par être la source de ton bonheur et de ton identité dans la plupart des récits initiatiques. Mais là, non, là, vaut mieux pas avoir un talent, surtout pour être heureux, soyons médiocres. Bah, faut être Luke, il était médiocre. Il était très médiocre sur Tatooine. Hein. Bah, jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'il se décide à un moment de nous montrer autre chose, mais c'était un bon pilote. Il devrait pas normalement. C'était un bon pilote. Oui, c'était un bon pilote, d'accord, mais il pilotait quoi il pilotait ses Playmobil quand il était enfant, tu vois. C'est pas, il a comme pas commencé à piloter des trucs et des il a son brevet de pilote parce qu'à un moment donné. Oui, mais quand il est ado, quoi. Ouais, mais quand il était gosse, c'est vrai que... Avec son A sur le speeder, tu vois. Pour dézinguer des chauves-souris enragées dans les canyons. Et est-ce qu'on parle du coup de l'éléphant dans le salon maintenant, au bout d'une heure? Ah bah attends, parce qu'il y a rien à dire, parce que finalement on a parlé des enfances traumatisées. Il y a eu des enfances aussi qui ont manqué de tout. Imagine l'enfance de Kira et de Han Solo, enfin de Han tout court, parce qu'il n'avait même pas de nom de famille. Dans cet univers crasseux où t'as pas vraiment justement de sororité ou de fraternité, parce que t'as intérêt de tirer la bourre entre eux, entre les vers blancs pour amener à bouffer pour la castate, pour la cantatrice, la Castapia, voilà exactement. Donc puis bon, ils avaient rien à bouffer quoi. Enfin je veux dire probablement on leur donnait 3 miettes. Ezra il a été un peu livré à lui-même aussi avant. Bah oui, parents disparus, martyr de la rébellion. Aladdin, mais ça, hein. il savait pas encore. Faut voler dans la rue, il avait juste pas à bout, tu vois, mais c'était l'idée Aladdin, quand même. Ouais. Bah, c'est carrément Aladdin, il faudra qu'on fasse l'épisode dessus. Cassian, mais on aura bientôt à en parler. Mais voilà, lui, c'est Sa Majesté des Mouches, c'est un autre projet, mais bon, voilà. Et donc, Reva, bon, on l'a dit, donc, du coup, il se retrouve quand même à devoir travailler pour la société qui a massacré sa famille, sa famille d'accueil, on va dire, enfin, son orphelinat. Ouais, ça, c'est violent aussi. Hein. Jean, qui manquait de rien, mais qui voit sa famille se faire dézinguer devant elle aussi. Ouais. Et donc après se retrouver trop tôt dans des conflits qui devraient pas être les siens. Oui, c'est-à-dire que se retrouver sous la houlette de Saw Gerrera, ça pue du cul quand même. Hein. C'est un petit peu ennuyeux parce que c'est pas un modéré le mec. Hein. Non, puis bon, on se doute qu'il avait pas des macarons pour son goûter, quoi. Enfin, c'était non, pas, c'est pas cette enfance-là, enfin, non. Et puis sinon, alors, elle serait restée plus longtemps chez Saw Gerrera si ça avait été un papy gâteau. Hein. Visiblement, elle fuyait à droite à gauche. Mais pour ça, faudrait qu'on lise Soulèvement rebelle. Oui, mais on va le lire. Hein. Bon, l'autre, ça va tomber, forcément. D'autant qu'il nous est plus recommandé que celui qu'on a choisi. Catalyseur, ouais, t'as bon, vu. C'est pas grave. Donc, les enfants de Canto Bight, esclavage plus machin. Pendant qu'on est dans les enfances de merde, on va arriver sur la postlogie, justement. Hug, c'est fini. Ah ouais. Et Ray, bien sûr. Oui, mais ils ont tous eu des enfances de merde. Hein. Mais même Phasma, hein, j'ai pas lu le roman, mais il paraît que t'as des flashbacks où elle avait une enfance de merde, effectivement. Bah, si elle a été dans le même programme que Finn et les autres troopers, oui, parce que je dirais c'est logique. Parce que voilà, hein, on nous cache pas dans la post-logie que les Stormtroopers sont arrachés à leur famille. Dans l'épisode 9, ils ont quand même les couilles de nous dire oui, alors il faut qu'on récolte plus de jeunesse de la galaxie pour nos troupes, pour agrandir l'armée et tout. Ils parlent vraiment de moisson, enfin harvest. Tu vois, les jeunes de la galaxie, donc ça craint. Puis ils leur donnent des matricules, ils leur donnent pas de nom. Enfin voilà, c'est la déshumanisation absolue, quoi. C'est juste un programme légèrement plus radical que celui des Jedi, mais c'est le même programme. Hein. Récupérer des enfants à leur famille. Alors c'est juste que soi-disant c'est pour le bien de la galaxie quand tu vas chez. Mais c'est pareil quand tu vas chez les troopers. En théorie, c'est pour le bien de la galaxie du point de vue du premier ordre.
Bah, c'est pour les intérêts du premier ordre, hein, c'est-à-dire que... Et puis on les brainwash dans ce sens-là, encore une fois, hein, en disant c'est pour le bien, machin. Quand tu vois le rassemblement de Nuremberg, là, sur Starkiller dans l'épisode 7, bon, ça se voit qu'on leur a tous lavé le cerveau et pas avec Myrlène, tu vois. Hein. Et bah, d'où l'intérêt de les récolter le plus tôt possible, comme les Jedi, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se créer une identité, de se créer des attachements, de se créer des loyautés sur un pays, un esprit critique, ce genre de choses. D'avoir une langue à soi, une identité patrimoniale, culturelle, quoi, on va dire. Et puis la capacité de remettre en cause les dogmes en posant des questions et en disant non mais attends, j'adhère pas à tes conneries, ça... Non, il faut les prendre les plus jeunes possibles si tu veux leur faire croire du bullshit. Ton bullshit, en l'occurrence, dans ton intérêt. Ouais. Donc forcément... Je dirais que dans le cas de Hux, c'est la seule fois où on a vraiment l'impression d'avoir vu, à part l'exception qui va nous arriver derrière, une enfance abusive. Oui, ah bah oui, parce que il l'a pas raté son père, hein, il a fini par le faire assassiner par Phasma, mais ouais. Il a été abusé par son père, hein, c'est sûr, battu, dégradé à cause de l'origine de sa mère. Donc en plus, ça ternit l'image de la mère. Hein, c'est très compliqué l'enfance de Hux. Hein. Et c'est la première fois qu'on a ça, en fait, à ma connaissance. On n'a pas nécessairement parlé des romans légendes ou des autres romans qu'on a pu voir, mais il y a les enfants qui sont utilisés par les schisses comme navigateurs, pour la navigation. Ouais, les Skywalkers. Ouais. Il y avait les deux enfants chelous façon Village des damnés dans Chevalier errant aussi. Ah ouais, les jumeaux de l'angoisse. Ouais, exactement. Ah, ils ont flippé. Bah après, chez les Sith, les jumeaux de l'angoisse façon Shining. Ah ouais, quelle horreur. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que c'est aussi le caractère maléfique de l'enfant, c'est pas forcément quelque chose qu'ils ont beaucoup exploité, alors qu'il y a matière. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu tellement d'enfants méchants, pour l'instant, ça n'a pas été dans leur programme, ça. Pas développé ça. C'est intéressant que ce soit pas encore parti, à ma connaissance, dans cette direction. Après... on essaie de te prouver que tu deviens méchant, mais tu ne nais pas méchant, en fait. Tu le deviens par des circonstances, etc. Parce que si tu dis à des gamins que tu peux naître méchant, imparfait, etc., ce qui est normalement ce que tu évoquais, la malédiction d'Amiens, machin, etc., c'est réservé aux films d'horreur pour les adultes. C'est pas quelque chose que tu balances à des gamins, en fait. Parce que si tu leur balances, t'as les mauvaises graines et puis c'est mort pour toi, ou et tu peux rien faire, ou en fait c'est un concours de circonstances et tu as toujours la possibilité de rectifier le tir, voilà, tu peux pas balancer n'importe quel message. Alors, c'est pas complètement vrai parce que souvent tu les as en antagoniste. Par exemple, tu penses à Lavinia ou Nelly Olson ou... Enfin, je veux dire, les gamins méchants, t'en as dans des productions pour enfants, mais c'est pas le protagoniste, c'est le gamin en face qui va t'en faire chier des ronds de chapeau, quoi. Ça. Et donc, en théorie, il pourrait y avoir des bullies, des gamins bullies et des choses comme ça. Mais on en a pas eu, non, en fait. Pas encore, c'est vrai. Ça peut venir, hein. Maintenant, on a l'abri de rien. Ah bah ça... Ça pourrait, normalement ça devrait, parce que c'est aussi un truc à aborder en fait. Il faudrait que ce soit une série vraiment destinée aux enfants, comme Princesse Sarah, comme machin, ou un animé destiné aux enfants, où il n'y a que des enfants, genre les petites canailles. Là, ouais, ça prendrait tout son sens. Parce que finalement, les inquisiteurs, c'était des rebuts... C'était des enfants frustrés. Oui, de pas avoir été sélectionnés, la plupart en tout cas, de pas avoir été sélectionnés par les sacro-saintes Jedi. C'est le cas du Grand Inquisiteur, par exemple, dont une des frustrations, c'était de ne pas avoir accès à la bibliothèque et de s'être emplafonné Jocasta, cette vieille conne de bibliothécaire, là. Ah là, mais crève, vieille saleté, va. Oh, c'est la vraie bibliothécaire typique. Oh, j'ai des souvenirs de bibliothèque universitaire, oui. Avant qu'on aille sur l'enfant martyr absolu... mon Dieu. J'ai un autre exemple d'enfant qui potentiellement, à mon avis, a une enfance heureuse. Ça doit être le fils de Hera. Oui, petit pépère, ouais. Qui a l'air, qu'on voit tout jovial à côté de sa maman, qui a priori a une famille recomposée parce qu'il y a les tontons, il y a les machins, il y a les trucs, qui est probablement sincèrement aimé par cette mère archétypale qui est Hera, même s'il a pas son papa, mais au moins, sûrement, elle lui donne toutes les informations sur ton papa, c'était un mec bien, blablabli, t'es un enfant de l'amour. Enfin, du coup, ça donne une enfance construite, même dans des circonstances tristes, mais je pense on te le montre comme un petit bonhomme
bonhomme jovial, une combinaison idéale entre le père et la mère, qui a sa place à côté de sa mère et qui voilà, qui a l'air de partir vers l'avant. Alors après, va savoir quelle histoire de merde ils vont nous pondre derrière, mais au moment où il est là, pris comme ça a l'air d'être un enfant qui potentiellement a une bonne d'autant enfance. qu'il va vraiment grandir sous l'ère de la Nouvelle République, en période de paix, parce qu'en fait, il est né, c'était à la toute fin de la rébellion, finalement. Donc, il va connaître ça. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, potentiellement, il va avoir une super enfance, Pépère. On lui souhaite. Mais bon, avec Star Wars, rien n'est garanti, hein, vous l'aurez compris. Donc... Est-ce que c'est lui qui est à la fin dans le Ghost sur l'épisode 9 que je n'ai jamais vu puisqu'il n'est toujours pas sorti. À la poule partie de Lando. Donc, à la poule partie de Lando. Tu peux imaginer que c'est lui qui est au Et on n'a pas vu si le Ghost s'en sortait, d'ailleurs. Ça se trouve, il est mort pendant la bataille. Le Ghost est fait ghoster, tu vois. Après. Bah voilà, il a explosé à la poule partie. Pauvre. Non, écoute, c'est moche. Et quand même. Tu avais évoqué quand on avait fait l'épisode sur les enfants de Canto Bight que effectivement l'enfance dans Star Wars c'était une pétaudière. Je crois que c'est le terme que tu avais employé. Et vraiment, c'est ce qui ressort quand même. Hein. Avant même qu'on parle du martyr absolu. Ouais, mais tu vois, si tu reparles des enfants de Canto Bight, mais on va pas revenir trop là-dessus, parce qu'encore une fois, on a un épisode dessus. Et voilà, en dehors de Sindel et Kevin, enfin, Sindel et Mess, les seuls gamins qui, à mon sens, ont vraiment été conçus. Alors, je sais bien qu'Anakin, en théorie, est conçu pour des gosses, mais je suis pas convaincue encore de ça. Sûrement, on va avoir plein de gens qui vont nous mettre en commentaire que ouais, j'étais trop à fond avec Anakin quand j'étais enfant. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas le public cible, nous, à l'âge où on avait. Donc, puis on savait ce qui lui arrivait à Pepper, probablement. En plus, C'est ça aussi, pauvre bonhomme. C'est vrai que là, le problème des préquels, c'est que t'es à l'avance, nous en tant que spectateurs, et puis en plus, comme il l'avait fait subtilement avec l'affiche, alors qu'il était vraiment, moi, cette affiche, c'est peut-être le seul truc qui m'avait hypé sur l'épisode 1. Vraiment c'est une des meilleures affiches qu'ils aient faites, c'est sûr. Mais du coup, c'est vrai que ça remet, il n'y a pas que son sac à dos qu'il a sur les épaules, le petit bonhomme, quoi. Donc, c'est un peu dur, quoi. Mais pour le coup, le petit gamin au ballet de Canto Bight, c'est peut-être un des rares gamins qui a été vraiment conçu pour un gamin, pour qu'il s'identifie à ça, tu vois, sur moi aussi, plus tard, je serai un grand guerrier Jedi. Ah bah complètement. Enfin, c'est comme ça que Ryan l'a voulu, à l'évidence. Et où tu osais espérer des choses bien après pour ce petit bonhomme. On n'a pas revu. Peut-être qu'il... qu'on ne reverra sans doute jamais. Que j'espère ne jamais revoir. Très honnêtement, je tiens pas à ce qu'on nous remette le petit garçon au ballet. Le seul ballet maintenant, c'est celui qui est dans le cul de Rey. Et c'est tout, quoi. Il n'y en a pas d'autre. Ouch. Ça fera le ménage. Puisque c'est son seul destin. Tu veux ta place dans la galaxie, Rey? Fais le ménage. T'es une gonzesse après tout. Oh, la pauvre. Enfance de merde aussi. Mais vous noterez que c'est pas elle qu'on va garder pour notre prototype de l'enfance martyr. Parce que là, ça fait quand même 1h20 qu'on tourne autour du pot. Et quel pot. Un très très joli... du frigo. Mais quel beau pot. Du frigo. Ah, toujours tourner autour du frigo, oui. C'est l'occasion une bonne idée de ressortir notre image fétiche. Le snack Ben Solo. Oh là là. Voilà. Oui, mais alors là, on parle de l'enfance. Alors, il n'y avait pas grand-chose à snacker, hein. C'était un mini snack. C'était un petit pimousse. Donc, le petit pimousse. Au rapport. Faut le redire, hein. Il faut qu'on redise lourdement toutes les choses moches qui sont arrivées à ce gosse et que la plupart des gens ne prennent jamais en compte. Enfin, tous ceux qui te disent que Kylo Ren méritait de crever. Les gars. Ça se discute beaucoup. Un peu de compassion, un peu de respect, un peu d'humanité quand même pour l'enfance de merde de ce gosse, quoi. Que DLF est là, mais il y en a jamais assez, remettez-en une couche, on va lui en remettre plein la gueule, plein de charrettes, plein de tout ce qui peut y passer. C'est vraiment un martyr. C'est obscène. Ça en devient obscène. Enfin, je veux dire, au niveau du message, c'est indéfendable. C'est d'autant plus obscène que tout se fait en sous-main dans l'univers étendu. Donc, la plupart des gens n'y ont même pas accès et s'en balèquent complètement. Et c'est criminel. Voilà, même si le peu qu'on a eu dans l'épisode 8, c'est voilà, le fait que on sait que quand même encore une fois son oncle sabre à la main mon cousin a essayé de le tuer pendant son sommeil, quoi. Et qu'il est manipulé depuis l'enfance par Pervers Pépère, qui est pour une fois pas Palpatine mais Snoke. Honnêtement,
t'as tous les éléments dans les 3 films, hein. T'as même pas besoin d'aller regarder dans l'univers étendu. Le problème, c'est que dans l'épisode avec Luke, ce que les gens vont retenir, c'est pas « Oh, pauvre Ben, la vache », c'est « Oh, mais non, vous avez massacré le personnage de Luke ». Voilà, ils vont absolument pas s'intéresser à Ben. Dans J'étais dans ta tête tout le temps, je suis toutes les voix que tu as entendues dans ta tête, donc le môme, forcément, il a été martyrisé, etc. Tout ce que les gens ont retenu, c'est « Oh, tiens, Palpatine est de retour ». Enfin, à chaque fois, c'est fucké dans l'esprit de certains fans par autre chose, c'est parasité, et à aucun moment, ils vont se poser sur le fait que non, ce que tu dois vraiment retenir, c'est que tout le monde a fucké la life de ce gosse depuis sa plus tendre enfance. Oui, ou le fait, comme disait Luke dans le 8, que parce qu'il avait le précieux sang des Skywalker, je lui ai mis la pression, en fait. Et il a été aussi ciblé par Palpatine parce qu'il était le précieux dernier sang des Skywalker aussi. Oui, mais ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui niaient le fait que Kylo était le dernier des Skywalker. Souviens-toi le débat avant la sortie de l'épisode 9, qui n'est pas sorti. C'était non, c'est pas un vrai Skywalker, c'est un solo, des gens qui alors, d'un seul coup ils comprenaient mais des gens qui accepteraient Skywalker dans le même temps en te disant que c'est la plus belle fin qui soit au monde. C'est vraiment n'importe quoi. Comment tu peux dans la même phrase dire ça n'est pas le dernier des Skywalker mais reste Skywalker, yes, alors qu'on t'a montré par A plus B qu'il y a aucun moyen, que c'est pas la fille de Luke, que c'est pas la machin, enfin qu'elle est même pas par la main gauche, la main droite ou par les pieds, et donc du coup non quoi. Ah, c'est mais des gens qui du jour au lendemain comprenaient plus rien à un arbre généalogique juste pour pas que ce soit le dernier des Skywalker. Enfin, je me souviens la tête de Daisy Ridley quand elle a été interviewée par je sais plus qui au Celebration de 2019, quand il lui a dit alors bon, le dernier Skywalker, bon bah c'est pas vous, hein, c'est Ben Solo. Elle lui dit bah vous êtes le premier à me dire que c'est un Skywalker, mais oui, évidemment c'est un Skywalker, genre regardez la caméra en mode bah c'était peut-être avant qu'il retourne la fin. Oui, je pense vraiment que c'était avant qu'il retourne la fin. Et ça a pas suffi. C'est pas le dernier des Skywalker, parce que les gens ont fait vraiment l'impasse sur... Je pense que s'il est autant dénigré par DLF, etc., c'est parce qu'il y a une bonne partie du fandom qui n'a pas du tout compris ce qu'on cherchait à faire avec ce personnage. Et ça, c'est dramatique. Oui, mais ça reste quand même le personnage, on l'aurait dit, même on sait bien qu'il y a des gens qui détestent la postlogie, vont nous expliquer par A plus B que c'est la pire postlogie, jamais rien, que ça sert à rien, que c'est merdique. Mais n'empêche que la seule chose que les gens retiennent, ils ont beau gueuler et dire machin, ça restera Kylo Ren. C'est peut-être la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, en fait, que c'était potentiellement un bon personnage. Nous, on dit pas que c'est potentiellement, que voilà, que la scène avec Ben Solo était une bonne scène. Enfin, Adam Driver et son jeu, il y a rien à en redire, en fait. Même les gens qui chient sur la postlogie à droite à gauche, bon, à part pour te dire, oui, c'est pas un vrai méchant, il est trop chouinard, mais néanmoins, ils en parlent et ils ont très bien retenu qui c'était, si tu veux. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a Adam Driver. C'est d'autant plus incompréhensible de le blacklister, ce personnage, d'essayer de le glisser sous le tapis quand tu vois la carrière de l'interprète par ailleurs et sa renommée internationale. Mais ce qui est moche, c'est ce que fait le fandom, c'est ce que le gamin, il a eu toute sa vie de se faire mettre sous le tapis. C'est toute sa vie, depuis sa conception, quoi. Ben, le moment où il a eu les premiers signes de vie, qu'il est ciblé par Palpatine, et que sa mère le sent, que c'est compliqué là-dedans, hein, et qu'elle a quand même envie que cet enfant soit entouré d'amour, etc., c'est quand même pas simple, et qu'ils sentent bien que ça va être la merde. Et les parents sont pas là, on le redit, on le revoit dans les romans, dans les séries, dans les trucs, même s'ils aiment leur fils, ils font toutes les conneries possibles. Bah, plein de parents aimants font des conneries, de toute façon t'es un parent, tu feras des conneries. Mais il y a quand même une accumulation sur ce gosse qui se fait attaquer par sa machine à café. Oui, ça c'est terrible. Je veux dire, il y a quand même, c'est du torture porn là les gars à ce moment-là, hein. Franchement, hein, tous les trucs qui peuvent lui tomber dessus. Ah non, c'est Alors en plus il est né sur Chandrila. Maintenant c'est que sur Chandrila, c'est un miracle que ce pauvre gosse n'ait pas été marié à 15 ans dans un mariage arrangé de merde. Alors, de prince héritier de drama chinois avec une bitch que après il aurait essayé de se trouver son rayon de lumière, tu vois. Moi il ne serait pas mort puceau, tu vois. Alors, non, et en plus il meurt puissant. Il a le plus de pouvoir pratiquement qu'on pouvait avoir ce pauvre garçon et tout, et qu'il est incomplet parce qu'il est dans une dyade, qu'en plus il naît avant la fille. Donc du coup il passe une dizaine d'années seul dans la solitude absolue, machin. Mais laisse-moi te raconter la triste légende de Ben Solo. Ça n'est pas une histoire dont tu sortiras indemne, quoi. C'est atroce. C'est d'autant plus atroce quand tu sais que très tôt, il y a énormément de gamins qui sont identifiés à lui. Et on vous renvoie vers hashtag je suis Kylo.
où effectivement, des gamins, mais pas que, des adultes aussi, souffrant de troubles divers et variés. Et la fin, nos futurs qu'on leur vend, c'est juste, si t'as merdé une fois dans ta vie, si t'as une addiction, allez, va mourir. Tu n'as pas d'autre solution, crève. Ah bah, écoute, t'as rappelé au début la peur des enfants adoptifs, parce que l'adoption c'est quand même un gros morceau chez Disney maintenant et chez Lucasfilm en général, et d'autant plus George Lucas a adopté des enfants, donc évidemment c'est un sujet qui devait... lui tenir à cœur, bah oui. Bon, que des enfants adoptés puissent avoir peur de pas être à la hauteur et d'être jetés comme ils ont pu être jetés par leurs parents ou pas, parce que c'est pas toujours dans ces conditions-là que tu te fais adopter, encore une fois il y a plein de raisons de se faire adopter. Mais bon, voilà, ce que on a là, nous, avec l'histoire de Ben Solo, c'est pire, c'est un enfant légitime qui a été rejeté en permanence par sa famille jusqu'à la fin, puisque il est remplacé par une enfant adoptée. Alors c'est pas l'enfant adopté qui est remplacé par, c'est l'enfant légitime qui est remplacé par un adopté, et personne ne s'est soucié de venir lui parler, de venir s'occuper de lui, de venir machin. Alors Ray a pas eu un traitement de faveur non plus jusqu'à la dernière seconde, mais quand même, elle a finalement plus que ce pauvre garçon qui a eu une vie presque plus dégueulasse que la sienne. Et pourtant, elle a une vie de merde aussi. Hein. Non, mais elle, personne l'a ciblée depuis l'enfance, à la rendre schizophrène, paranoïaque, à la manipuler dans ses rêves, dans ses choix, dans ses machins, dans toute sa vie. Les ennemis, ils étaient pas couverts. Elle savait très bien que Plot, c'était un gros dégueulasse qui, possiblement, pouvait avoir la main baladeuse, quoi, si tu veux. Lui, par contre, pour le coup, il est tombé sur un pervers, quoi. Oui. Bah, on vous renvoie... Même avant qu'on sache que c'était Palpatine ou Snoke, même combat, enfin, je veux dire, c'est évident que c'est du grooming à très haut niveau, quoi. Et il a été laissé seul face à cette agression, face à la non-communication de ses parents. Parce qu'encore une fois, Anne n'avait pas revu son fils jusqu'au moment où il se fait tuer, quoi, par son fils. Bon. Mais il l'avait pas revu. Puis elle n'a pas fait l'effort, elle n'avait pas fait le machin. Leia, on rappellera que maintenant, dans les faits, elle va jamais revoir. Alors, on en reproche toujours à Ariane ce fait qu'elle soit pas allée au-devant de son fils sur Crète, parce que probablement il devait se dire que ça devait être le point culminant de l'arc de Ben sur le dernier épisode. Bon, la mort de Carrie Fisher a fait que, et les choix désastreux de Terrio et J.J. Abrams ont fait que. Mais du coup, c'est vrai que elle a jamais parlé à son fils. Dans les romans Bloodline et compagnie, on sait qu'elle a jamais rien raconté sur la vie, l'œuvre de la famille, elle l'a tenu à l'écart de tout, et l'oncle qui a essayé de le buter, quoi. Alors, du coup, vu ce qu'on nous a donné dans le livre de Boba Fett par rapport à l'académie de Luke de mes couilles, va savoir si c'est pas lui finalement qui a mis un veto, et ça expliquerait pourquoi les parents ne sont jamais allés voir Ben dans l'académie de Luke, parce que ce connard leur a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Oui, parce que sinon il risquerait de demander à faire le choix. Ben, j'ai déjà perdu mon premier étudiant. Alors, attention, question, là cette fois-ci, va savoir. Parce que l'académie des grenouilles, maintenant c'est fini, les gars. Voilà, ça se trouve, c'est lui, pensant bien faire, qui a isolé encore plus son neveu, quoi. Ce con. Oui. Bah, en disant, on va faire comme faisaient vraiment les Jedi, mettre des parents, c'est pas une bonne idée. Puis Tata Ahsoka, elle m'a dit que ça se faisait pas. Alors, Tata Ahsoka, elle a pas les cuisses propres, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais à ce niveau-là, elle ferait mieux de se faire oublier, cette connasse, hein. D'ailleurs, je constate que les gens commencent à saturer d'Ahsoka de ouf, hein. Il y a plus en plus de gens qui en peuvent plus de Filoni et... Ah, c'est dommage, c'est juste avant la série, parce que tu vas t'en bouffer de l'Ahsoka, là. Hein. Le seul truc qui me hype, c'est Throne en live, hein, maintenant, dans Ahsoka, je vais te dire. Non, voilà, va savoir si c'est pas Luke, ce connard, qui aura décidément fait tout ce qu'il fallait pour son neveu, hein, qui a pas imposé le silence radio à tous ces braves gens. Ah bah je sais pas, il se l'est bien imposé à tous les moments, hein, parce que même après sa mort, le silence radio aussi, on rappelle la petite BD qu'on avait mentionnée, toi et moi, en début de saison, en septembre. Ouais. See you around, kids. Il y a personne. Kylo, il y a le téléphone qui sonne. Il y a jamais personne. Parce que ce qui est terrible, c'est que c'est Rey que tu vois tout le temps dans l'épisode 9 faire Be with me, soyez avec moi pour contacter les Jedi. Mais en fait, celui qui a dû faire ça toute sa life, mais on te le montre pas, c'est Kylo en fait, c'est Ben. Mais on le voit en plus très peu, un peu dans le 7, parce que dans le moment où il est en train de parler à Papy Vador, c'est Be with me aussi en fait, qui a dû vouloir que ses parents soient avec
lui, et tonton Chewie, et tonton Lando. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas suffisamment développé le pathos sur le personnage, mais parce qu'on rappelle que c'est celui qui a le moins de temps d'écran quand même, mais qui est le plus mémorable. C'est l'enfant de l'héritage, c'est le dernier Skywalker, c'est celui qui a le moins de temps d'écran. N'en déplaise à ce connard de John Boyega qui disait ouais, j'ai pas eu assez de temps d'écran dans le dernier Jedi machin. T'en as eu plus que le deuxième protagoniste, l'enfant Skywalker. Oh putain, non. Pour crier RRRS, c'était pour ajouter 3 lignes de plus, franchement, on a compris. Il a eu plus de temps d'écran dans l'œuf, mais ça a massacré l'arc de son personnage. Enfin, ça aussi, c'est pas le sujet. Oui, non, c'est vrai que là, pour le coup, voilà une enfance brisée, massacrée, et dont on voit le résultat à long terme. Oui. Et c'est une tragédie. C'est vraiment une tragédie. C'est que les gens le comprennent pas comme ça, moi, ça me dépasse. Hein. Et que DLF continue à aller dans cette voie, et c'est juste de toutes les enfances immondes et tous les messages immondes qu'on pourrait deviner, on peut leur accorder une maladresse. Hein. Je pense que ils ont cédé à la pression populaire, on va dire, mais pas forcément la plus fut qui soit. Ils persistent dans cette voie. Ah, le mec, on lui a tout volé, quoi. Ils lui ont volé son enfance, son innocence, sa famille, le destin qu'il aurait pu avoir, après tout. Hein, il aurait pu être prince de machin, ça lui est volé aussi par sa mère, ouais. Tu vois, on lui pique tout, sans rien lui demander, sans lui consulter, on lui pique absolument tout, le faucon, le machin, son papa, le tonton, enfin, la totale. On lui vole sa rédemption. On lui vole parce que bon, elle dure pas longtemps. Hein. On lui vole ce combat contre celui qui le persécute et abuse de lui depuis l'enfance. Qui est responsable de toutes les misères de sa famille. S'il fallait ramener Palpatine, c'était pour régler les comptes et venger tous les Skywalker. Padmé compris. Il aurait dû être là. Donc, on lui vole son histoire d'amour parce qu'il a droit qu'à un bisou et basta. Et on lui vole son fantôme ou sa après-mort ou le deuil. Le deuil que Rey aurait dû faire de lui ou n'importe qui l'a connu et l'aimé, puisqu'il n'y a plus personne qui est là et que les fantômes ont l'air d'en avoir balèque, sa mère y compris, et on lui vole même ses dernières phrases. Oui, ouch. On lui vole la voix au chapitre. Il a même plus le droit de parler et de s'exprimer. C'est vraiment... C'est abject. Et on nous vole par extension tous ces détails de son enfance, parce que bien qu'on les ait et que tu puisses faire une compilation de Ben Solo, sa vie de merde, depuis sa conception quasiment jusqu'à sa mort, parce que c'est probablement un des plus documentés qu'on ait, et bah tout ça, ça se passe dans l'univers étendu, par petits morceaux, par petits bouts, à droite à gauche, sans qu'il soit nécessairement le héros de quoi que ce soit, parce qu'il ne l'est jamais. À part dans l'ascension de Kylo Ren, qui normalement devait servir de compagnon à l'épisode 9 sur le thème de la rédemption. Il y a quelques bandes dessinées, voilà, et puis... il y a quelques petits... Tu peux glaner quelques miettes à droite à gauche, oui, c'est vrai, mais dire que pour autant il est le personnage principal, oui, c'est vrai dans ces trucs-là, mais il n'a pas un grand roman... c'est des miettes, parce que ça n'est pas un grand roman en son nom, et à chaque fois, on le sait dans l'expérience de Claudia Gray, ils doivent quémander les auteurs pour le mentionner, et en plus, tu peux pas il n'a pas son point de vue à lui. Et puis le peu qu'il a une voix, ou le peu où les personnages... Enfin, où les auteurs le font parler, ou en tout cas on a accès à ses pensées, je pense aux novélisations, c'est encore plus un chagrin, parce qu'à chaque fois, il s'en veut et il sent comme une merde en fait. Il est pas digne je suis pas digne de l'amour de Rey, je suis pas digne de machin, enfin, il y a jamais d'apaisement et de sérénité dans rien, quoi. C'est vraiment terrible pour tous les gens, et ils sont légions, hein. Les gamins aussi, hein, qui se sont identifiés à ce personnage, parce qu'encore une fois, les jeunes adorent Kylo. T'as presque plus de merch à son image maintenant, t'as presque plus de merch de la post-lo en fait maintenant. Hein. Et pourtant les gens l'adorent, hein. Tu vas à Galaxy's Edge, ils en ont tous après Kylo. Les gens l'adorent, les enfants l'adorent, et c'était vrai depuis le début, n'en déplaise à ses détracteurs. Et comment tu fais quand tu t'identifies à lui, ce qui est notre cas, pour pas te sentir comme une merde ou vraiment dévaster genre nos futurs, quoi. C'est terrible. C'est vraiment, encore une fois, c'est abject ce qui a été fait autour de ce personnage. C'est un manque de respect vis-à-vis aussi du performeur d'Adam Driver, parce que il avait fait cette confession avant que l'épisode 9 ne sorte dans le magazine, en disant oui, je me posais beaucoup de questions, je me suis battue pour son humanité à ce personnage, et il racontait l'anecdote quand il était dans l'avion là où une hôtesse de l'air était venue le voir, il revenait du tournage de l'épisode 9, il revenait d'Angleterre, et elle lui avait dit vous allez bien monsieur, tout va bien. Et il dit en fait j'étais dans un état second et j'arrêtais pas de me torturer en me disant mais est-ce que j'ai rendu justice
au personnage, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que machin. Et c'était avant, je pense, qu'ils n'apprennent, qu'ils allaient le faire crever à l'écran. Donc ça laisse rêveur quand même. Là, je pense qu'il a mis beaucoup de lui dans ce personnage, et pas uniquement parce qu'il avait signé pour 3 films, c'est parce que il avait une histoire à raconter, et il savait très bien ce qu'il avait à raconter, et il s'est beaucoup investi dans le personnage. Comme beaucoup de gens, en fait. Mais comme DLF jusqu'à l'épisode 9. C'est pour ça qu'il a eu un tel impact. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que, enfin, je veux dire, les gens le sentent. Hein. C'est un personnage habité, quoi. C'est un personnage, et puis qui est peut-être d'autant plus intriguant finalement que on nous en a finalement. C'est aussi peut-être que c'est aussi bien qu'on nous en ait développé si peu, parce que c'est peut-être pour ça qu'il est aussi fascinant. C'est-à-dire que le peu qu'on a eu et qui est habité par le jeu d'Adam Driver et qui lui donne autant de profondeur et toutes ces micro-expressions, etc., fait que tu sens qu'il y a des abîmes des plusieurs couches là-dedans, et finalement il restera toujours une énigme, parce que et pas parce qu'il avait un masque sur la gueule, parce que justement heureusement on nous a heureusement enlevé le masque. T'imagines si on n'avait pas vu le visage et tout, parce que c'est vrai que l'humanité elle était là. Je pense qu'ils ont vraiment renoncé à ce personnage et à ce qu'il apportait, alors que ça devait être l'enfant chéri de la trilogie, hein. Ils y ont vraiment renoncé entre le 8 et le 9, quand il y a eu le backlash sur le dernier Jedi. C'est là qu'ils l'ont laissé tomber. Et ça me rend dingue, parce que c'est la faute, entre guillemets, des fans, de certains fans. Je lisais encore ce matin des gens qui gueulaient sur la postlogie sur Twitter. Il y a des choses qui sont très justes, qui sont dites parfois, justement, sur les contradictions, on en a déjà parlé plein de fois, mais il y avait, sur la plupart des commentaires que je voyais, à part quelques rageux, la plupart disaient quand même, c'est quand même dommage, il aurait presque fallu que ce soit Kylo Ren le personnage principal. Alors, quelque part, c'est là que tu te dis, les gens sont passés à côté, parce que quand on nous revend encore le trio, il était le personnage principal, il faisait partie du truc, il l'a été, et qu'il puisse y avoir ce malentendu, si tu veux, c'est dramatique, parce que c'était un des personnages principaux, et c'était peut-être même le personnage principal, et effectivement il s'est fait voler ce rôle. Tu en avais parlé de Rey Skywalker, et le fait qu'elle s'était retrouvée projetée dans une histoire qui n'était pas la sienne. Oui, elle s'est retrouvée projetée dans l'histoire de Kylo, qui aurait dû être une part de la sienne, puisque c'était une dyade, mais comme ils l'ont évacuée du propos, elle s'est retrouvée à prendre tout, alors que peut-être qu'elle voulait pas prendre mais ça tout rend pas, là-dedans. ça rend pas service à l'arc de Rey et à son personnage. Hein. Non plus. Ils sont massacrés tous les deux, hein, dans cette histoire. Hein. C'est la seule justice, entre guillemets, si on peut dire. C'est-à-dire que je pense que... Et c'est pour ça que j'ai très peur de projets résiduels, dont on parlait une fois de temps en temps, sur une continuation, parce que Rey sans Kylo, franchement... Non. C'est comme du beurre sans sel, quoi. La Bretonne que je suis approuve. C'est une aberration. Mais franchement... ça n'a pas de sens, quoi. Ça marchera pas, parce qu'en fait, elle est, comme ils l'ont laissé Rey, elle est pas très intéressante en soi. Elle a perdu toute substance. Hein. Je veux dire, sa substance n'était pas uniquement liée à Kylo, mais tout ce qu'on lui a retiré. Mais comme ils l'ont vidé de ses tripes, de sa rage, de ses machins, de ses questionnements, de ses doutes, et qu'ils l'ont laissée blanche comme neige avec son chignon et son balai dans le cul, bah... Moi, j'adhère pas, hein. J'ai pas envie de voir la suite. Hein. Non, merci. Next. Ouais. Donnez-moi une autre. Mais je pense que comme il était le méchant dans l'épisode 7, c'est pour ça que les gens n'ont pas capté qu'il était le personnage principal. Alors que, on répète, c'est l'enfant de l'héritage Skywalker. C'est le Skywalker dans l'histoire. Au niveau de la fiction en Occident, il y a des ajustements à faire, quoi. Parce que... Tu dis que les gens sont quand même nazes, hein, parce qu'une histoire, elle est bonne, ce genre de projet, hein. L'histoire, elle ne tient que par le degré du méchant, quoi. Si t'as pas un antagoniste intéressant, t'as pas d'histoire. Ton gentil n'est pas intéressant. Un bon méchant fait une bonne histoire. On va être honnête. Clairement, Et comme on le rabâche sans arrêt, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus jouissif qu'un méchant compliqué, éventuellement in love, et encore mieux avec une rédemption ou en voie de rédemption? Qu'est-ce que tu peux faire de plus croustillant, de plus savoureux, de plus délectable que ça? Non. Tu ne peux pas. Et ils l'ont pas fait. Donc vraiment, les enfants dans Star Wars, c'est pas facile. C'est vraiment une pétaudière. Je pense que tu avais bien trouvé le mot. C'est souvent un carnage, mais le carnage ultime, c'est quand même cet enfant-là. L'enfant qui aurait dû être l'enfant chéri des Skywalker, le dernier Skywalker. Oui. C'est quand même incroyable. Oui, avec en plus, je te dis, le fait qu'on lui nie même son statut d'enfant, puisque c'est pas tellement mis en avant, cette histoire-là. Mais ça va avec tout le ratage parce qu'il y avait quand même un beau lot, comme on l'a dit, d'enfance de merde, et que ça n'est pas rattrapé à aucun moment, puisque bon, Hux, du coup, ça devient une blagounette. Finn
son arc ne suit pas son cours. Comme dans le même temps, tu massacres à l'appel d'autres Stormtroopers sans que l'éléphant rose dans la pièce soit même mentionné. J'en étais avant, mais non, on va tirer tous azimuts, on s'en fout. Youhou! Parce que c'était très bien de devoir humaniser les Stormtroopers et de montrer justement ce brainwashing des enfants de la guerre, en fait, hein, des enfants soldats. Parce que Dieu sait si c'est une préoccupation encore actuelle. Voilà, on vous renvoie vers les enfants soldats de la République démocratique du Congo, etc. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls. Il y a plein d'exemples. Et c'était bien quand, enfin, on amène une réalité de notre temps sur le sort des Stormtroopers, qu'on en fasse enfin quelque chose. Et Finn, c'était cette opportunité de montrer une autre forme d'enfance gâchée, mais qu'on peut sauver. Parce que l'idée, c'est quand même à un moment donné qu'on puisse sauver les enfants. Montrer que rien n'est inéluctable, c'est quand même le but du jeu. Ah bah là, tu sauves aucun enfant, parce qu'en plus, ça se termine sur un projet de 0 enfant, puisqu'il n'y a même pas de continuation de la lignée. Non. C'est l'extinction de la lignée. Y a pas... Normalement, dans les contes de fées, c'est vécu heureux, eurent beaucoup d'enfants. Donc, l'idée d'une continuation et de renouvellement du truc d'enfant et machin, etc. Bon. Là, vraiment, t'as même la négation de faire des enfants là-dedans, qui... Ouais, c'est nos futurs. Ouais, parce que même le personnage, l'héroïne qui voulait une famille, on lui a finalement refusé le droit de devenir une mère. Donc, les enfants, c'est pas bien, c'est sale. Tu vois, ça... Oui, puis elle sera jamais maternante parce que la seule fois où on la voit avec des gosses, justement, dans l'épisode 9, où ça aurait pu partir, tu sais, j'ai des visuels d'Angelina Jolie, tu sais, qui va dans les orphelinats et les machins, tu sais, entourée des gosses. Why not? Comme ça. Ou de la princesse Diana. Voilà, non mais ce genre de choses, tu vois. Ils auraient pu la jouer comme ça quand elle est au festival. Sur Passana, là. Des ancêtres, le festival des ancêtres. Voilà, de Passana, où il y a le festival des ancêtres, pas des enfants, mais où il y a des enfants. Mais c'est le festival des ancêtres. Donc encore une fois, je te dis, on a la négation des enfants puisque c'est tout le retour en arrière, non pas la projection vers l'avenir et s'intéresser à des gamins. Et là, on a un collégial d'enfants occupé à une activité d'enfants qui regardait spectacle, voilà. Et donc elle a cette interaction avec une petite fille. Alors typiquement, tu pourrais te retrouver avec du vrai questionnement. Tu en avais parlé de Robin des Bois récemment où t'avais la petite fille avec Azim, où t'aurais pu avoir la petite fille qui était ah Yoli la dame ou machin. Ou quand elle lui faisait le cadeau du collier, ça aurait pu être comme ça tu le donneras à tes enfants ou tu le porteras quand tu te marieras, tu vois. Typiquement, c'est le genre d'objet symbolique que tu retrouves lié à des rites de fertilité et en plus il y a des gamins dessus, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, ouais. Et en plus ce collier qui va être arraché après dans ce non-sens ratage de possibilités érotiques, me redémarre pas sur ce film qui n'a pas existé. Mais néanmoins, tu vois, t'aurais pu avoir une célébration de mère nature, tu vois, cette déesse mère que pouvait être Rey dans tout son potentiel de féminité, de machin. Ce qui sont des archétypes tout à fait valides, n'en déplaise à tous ceux qui nous font chier aujourd'hui avec bazardons tous les genres et machin et bah, bon bref, on aurait pu partir là. Même là ils l'ont pas fait. Ça aurait pu être intéressant de faire ça, de la voir comme ou comme une Hélène Ripley en train de défendre des mômes. Mais ça n'est jamais arrivé dans aucun Star Wars. Que tu vois cette scène-là. Non, au mieux, t'as effectivement Anakin qui a buté des gosses. C'était le seul truc où t'avais quelqu'un avec une interaction avec des gosses. T'as eu l'opposé. Puisqu'on était sur une saga avec le contraire, il aurait dû, normalement aussi, potentiellement, ça aurait pu se faire, ça pouvait être un parallèle de quelqu'un qui venait sauver des mômes. T'avais des mômes qui se faisaient buter à la fin du 3, t'aurais pu avoir des mômes qui se faisaient sauver. Ça aurait été c'est un truc jouable. qui avait avancé les Girls with Sabers avant la sortie de l'épisode 9 qui est jamais sorti, c'est qu'en fait Hux aurait très bien pu essayer de s'en prendre à des enfants force, qui manipulent la force, qui ont une prédisposition pour la force, et Kylo et Rey auraient sauvé ses enfants, et en parallèle tu aurais eu Finn qui sauvait les autres enfants, c'est-à-dire les enfants comme lui, les Stormtroopers. Ah, mais en termes d'intrigue et en termes de narratif et de machin, c'était tellement logique. Enfin, il y avait encore une fois 15 000 trucs qui étaient possibles et qui étaient pour le coup en poésie, ça rime et machin. Enfin, c'était... Je comprends pas ce qu'ils ont foutu dans ce film qui n'a pas existé. Celui dont il faut taire le nom.
Bah écoute, je préfère que ce soit celui-là dont il faut taire le nom que Kylo, oui, encore une fois. malheureusement, c'est lui. Oui, on en a profité pour ressortir notre marotte et puis repleurer sur la triste vie de Ben ça se Solo, pose là. Tu parles un truc sur l'enfance. Tous les enfants Bah, qui voilà. sont identifiés à lui parce qu'il était écrit pour. La colère de l'adolescence et machin. Enfin, je veux dire, c'était revendiqué encore une fois par Ryan dans les bonus. Kylo incarne cette colère de l'adolescence, cette colère plus ou moins impuissante. Bon, bah, il était designé comme ça et non, c'est... Mais tu veux que je te dise, ça va très bien et ce serait une bonne façon de conclure aussi, c'est-à-dire avec la conclusion qu'on a eue dans le film qui n'a pas existé, c'est-à-dire le fait que l'enterrement des sabres, où je rappelle que Cristallo, toujours le rappeler, ne jamais l'oublier, car oui, ce sont des teubés, des abrutis, des connards, des empaffés, des enfoirés, des salopards. Je vous laisse compléter avec l'adjectif de votre choix en commentaire, parce que ils ont enterré les bébés Skywalker. C'est littéralement ce qu'ils voulaient faire. Donc quand on parle de l'enfance, te comparer un enterrement de sabre avec l'emmaillotage des bébés à la fin du 3, je suis obligée de le rappeler parce que je dis ne jamais leur remettre leur tête dans la merde. Voilà, t'as enterré des gosses. Et bah voilà l'enfance dans Star Wars. Voilà, Rey, elle enterre pas juste des sabres pour rendre hommage. Elle enterre des enfants emmaillotés. La symbolique défendue par Cristerio, c'est ça. Moi, je sais pas, mais pour une franchise destinée aux enfants, elle en part sur l'extra-diégétique, pour des enfants de 12 ans, bah... ça pose un problème quand même. C'est un GRD. Un sacré problème. C'est un GRD. Là, on est plus avec les Madeleine Sisters que... avec Star Wars, quoi. Oh mon Dieu. Oh, t'es dans le fait divers, ouais, là, c'est clair. Là, oui, voilà, c'est les Magdalene Sisters. C'est point de vue Imagimonde, là. Oh là 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 là. Ça va avec tout ce que fait Disney en ce moment, hein. On en parlait aussi, toi et moi, rapido, hier. On ne va pas tellement partir, on a dit, dans l'extra-diégétique, mais le refus de te vendre du rêve aujourd'hui pour ce qui était l'industrie du rêve. Mais il n'y a plus rien qui est l'industrie du rêve là-dedans, parce qu'on rappelle qu'ils font des parcs à thème qui étaient à l'origine, c'était les plus heureux, les endroits les plus heureux dans le monde, hein. C'était comme ça qu'ils les avaient vendus au début, les royaumes de la joie, du bonheur et des enfants, des royaumes pour des privilégiés extrêmement fortunés, parce que quand tu t'en sors à 100 balles par personne pour une journée, pour faire potentiellement 4 attractions, puisque avec je veux dire avec le monde qu'il y a, ça coûte quand même très cher. Donc avant, c'était des sorties que tu pouvais faire peut-être plus régulièrement, mais pour certaines personnes aujourd'hui, certaines familles, c'est un budget, si tu le fais une fois dans ta vie, c'est limite quand même. Ça s'est pas du tout démocratisé, c'est plus l'inverse. Hein. Non. Mais comme leur contenu, non, et puis toutes leurs histoires sentent mauvais, leur contenu, c'est ça. Il est de plus en plus réservé à une élite qui réclame ça à corps et à cri, et ça plaît pas au reste du monde, quoi. Ouais, il y a toujours eu de la propagande chez Disney, peut-être qu'un jour on aura l'occasion d'en parler, je veux dire, ça a toujours été, il y a toujours cet aspect-là, mais c'est vrai qu'en ce moment, tu sais pas, est-ce qu'on tient encore, est-ce que les enfants ont tellement évolué depuis l'aube de l'humanité qu'on a besoin de leur raconter les histoires complètement différemment? J'y crois pas trop, je ne pense pas. C'est clairement un agenda politique. Honnêtement, moi je me sens complètement ou presque exclue du contenu Disney maintenant. J'ai vraiment pas l'impression qu'on s'adresse à moi. Pas parce que je suis une adulte, mais même en tant que femme, j'ai l'impression que ça s'adresse à quelqu'un d'autre. Et pourtant, tu vois, en théorie, c'est féministe, c'est machin. Mais tu vois, nous, on est féministe, oui, mais on se sent pas du tout visé par ça et ça nous débecte. Je me sens pas du tout représentée dans ce qu'on nous propose maintenant. Ami woke, désolé, mais non. Les seuls woke, ça restera celui où je fais mes nouilles, c'est ce que je dis toujours. Et puis sur l'enfance, il y aurait de quoi dire sur la représentation de l'enfance. Nouvelle mouture, c'était déjà pas brillant avant dans Star Wars, comme on a pu le démontrer, c'était quand même assez problématique. À part quelques exceptions, ça va pas en s'arrangeant, quoi, donc c'est un petit peu inquiétant. Sur ce qu'ils nous promettent à l'avenir, on a la continuation des aventures de Grogu. Avec son papa, et ça c'est bien. Qui vont tomber, avec son papa, donc voir ce que ça va donner dans l'enfance. C'est vrai que nous on suit pas le Bad Batch, donc si à vous qu'Omega, c'est vrai que ça n'a pas été plus que ça. Je pense pas qu'Ahsoka, ça va parler de son enfance non plus, à moins que si on ait des flashbacks potentiellement. La Acolyte, ça va probablement pas toucher à l'enfance non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là-dessus en chantier. Alors c'est vrai quand il parle de séries sur Kylo, mais ça me fait toujours très peur de séries sur Ben. Il y a justement des projets sur son enfance. J'en fais mille horreurs. J'ai peur. Vous avez assez foutu.
Ça me Vous fait avez très très assez peur. merdé, foutez-lui la paix à son âme maintenant, ça suffit. Non, tu te dis si c'est pas pour le ramener du monde. On dit toujours si c'est pas pour le ramener du Pour monde. qu'il entre retrouve les mondes. sa vraie J'y touchais chérie et qu'il pas. fasse des bébés, moi ça m'intéresse pas. Voilà, je vous dis clairement. Parce qu'ils ont déjà tué la vache à lait dans le film qui a jamais existé, donc... Mais on en reparlait, mais imagine, à chaque fois on le dit, hein, mais les gars, mais imaginez le merch. Franchement, les gars, En imaginez tout le cas, merch. ça se vend Non. sous le manteau, en fanfic devenu publié, machin, ça se vend. Tant pis pour vous, ils ont pas besoin de sous, c'est toujours le même constat. Eh ben, mes enfants, on a fini avec l'enfance. J'ai dit peut-être que l'adolescence, ce sera peut-être les verts paradis enfantins de Tatooine, bac à sable. Et ben, on va les enterrer. Tout le monde à Tatooine, pourtant c'est là où il y a les meilleures enfances, apparemment. C'est assez paradoxal. Bah, les meilleures enfances et les meilleurs Oui, enterrements c'est ça. d'enfants. Ah, C'est le c'est combo. beau. C'est poétique. C'est atroce. Ça rime. Quelle horreur. Bon bah voilà, hein, on a le triptyque, nos futurs, hein, les mamans, les papas, les enfants, tout le monde se fait fucker dans Star Wars ou presque. Voilà, bienvenue dans le monde merveilleux de Ouais. Lucasfilm. Je ferai juste une dernière parenthèse, c'est que ce serait intéressant. Alors, j'ai bien on vient de dire que les trucs woke bidule, etc. Mais quand même, alors pour le coup, c'est un truc qui est intéressant chez Ike Johnston, c'est le fait qu'elle s'intéresse à l'expérience de devenir une jeune fille ou une jeune femme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas assez représenté. Alors, il n'y a pas besoin de le faire avec des gros sabots, il n'y a pas besoin de le faire lourdement, et tu peux le faire de manière complètement symbolique, hein, qu'on soit clair. Je dis pas qu'on doit avoir Rey qui se balade avec des tampax ou qui doit avoir une conversation à la machine à café sur je sais pas quoi, mais néanmoins je trouve que c'est bien que les expériences de devenir une jeune fille ou une jeune femme soient intégrées. On a dit qu'il y a beaucoup de représentations de filles, mais pas nécessairement d'expériences typiquement féminines, puisque Ray du coup là son expérience féminine a un peu sauté, oui, quoi. là, son éveil sexuel du 8, c'est ça, c'est un arc non satisfaisant, et du coup la petite Leia, ça s'est arrêté tôt aussi, donc c'est vrai qu'il nous manque peut-être des histoires autour d'une jeune fille. Alors Ahsoka, ça aurait pu être intéressant de partir là-dessus, mais Ahsoka, je dirais que tant qu'elle reste entre les mains de des Filoni, je pense que c'est dommage. Et en attendant, pour se consoler, il nous reste Alerte Rouge avec des histoires de pandas. Ça au moins c'était bien fait. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on peut faire du symbolique et le faire bien. C'est pas sale. C'était vraiment bien foutu. Donc voilà, Star Wars, vous nous faites Alerte Rouge quand vous voulez. Oh ouais, parce que là, t'as du potentiel, et pour le coup, c'est pas obligé que ce soit Carrie, tu vois, tu peux être soit partir effectivement dans le côté horrifique à Stephen King, mais bon, c'est écrit par un mec, ou ça peut être écrit comme, je sais pas moi, justement, un coven, ou un truc de sorcière, mais en revisité, habité, réhabilité, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire là-dessus, et il y a quelques autrices dans Star Wars donc, qui abordent cette question-là, mais c'est vrai que, ne serait-ce qu'avec l'histoire des sorcières de la nuit. J'étais à Datomir. Faites-nous les ragnagnas chez les sorcières chez les sœurs de la nuit, là. Dis pas, le flux doit être... ça doit être du flux, là. C'est du gros flux, les gars. Non, mais c'est vrai, il y a plein de choses qui pourraient être intéressantes chez de les ce sœurs de la côté-là. nuit, tu vois. Carrément. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être abordées aussi. Bon, c'est pas nécessairement enfance, c'est adolescence, tu vois, donc c'est un aparté. Mais voilà, je le mentionne parce que ce serait dommage de pas parler de ça non plus. Ça fait partie des choses qui feront apprendre à grandir. C'est exact. C'est vrai. Voilà, sur ces images que je vais devoir monter. Je sens que Shining va reprendre du service. Eh bien, on vous retrouve le mois prochain ou pas pour plus de thématiques. Non, mais on en a plein qui arrivent. Je pense qu'on va peut-être rester dans le rouge dans les thématiques. En tout cas, il y aura Andorre qui sortira entre-temps. Oui, ça va donner l'épisode sur Andorre. On va avoir des choses à dire. Et ses compagnons. Oui, ça va donner. Ah ouais. Ça donnera dans le mitigé, dans la moitié, mais ce sera intéressant. En tout cas, on est content de le faire. Très bientôt. On attend juste les 2 derniers épisodes. Voilà. Et à puis, bientôt. à très bientôt.